je m'appelle Kenza Hello. Je suis la cofondatrice de Outliers Ventures, qui est un fonds VC africain qui investit dans les écosystèmes tech du continent. Et on a démarré déjà il y a pas mal d'années, en 2018-2019. Mais Ce qui est avant super ça, tôt. c'était très tôt dans l'écosystème. Mais avant ça, j'ai passé aussi pas mal de temps à construire l'écosystème au Maroc, un petit peu dans la région. Et en fait, tout ça remonte à bien plus longtemps. Donc peut-être pour expliquer Comment un tout peu ça a commencé? Comment t'es arrivé dans la tech? voilà, pour expliquer un peu le parcours. Alors moi, je suis née au Maroc, j'ai grandi ici. Et puis ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur en France. Donc je suis ingénieure informatique, plutôt, enfin plus précisément en architecture des systèmes d'information. Ok. Et j'ai choisi la spécialité. Donc en fait, la spécialité, c'est info. Mais en plus de ça, les 2 dernières années, on choisit une spécialisation, une majeure dans le domaine. Et donc moi, j'avais choisi data mining. Donc à l'époque, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, la C'est quoi, dérivée, c'est l'IA. c'est Mais à l'IA, ouais, l'époque, ok. Data mining, après je pense qu'on a dit big data quelques c'est ça, années, c'est data puis mining, big machine data. learning, data. Voilà, c'est IA, du ouais. machine learning, exactement. Donc déjà, ça remonte à déjà pas mal de temps. Mais en fait, moi, j'étais pas du tout informaticienne à la base. Moi, j'étais matheuse. Mais j'ai toujours... et j'ai choisi cette spécialité parce que je me disais, mais quel est l'avenir? Et où est-ce que va le monde? Et je voyais déjà que toutes les grandes boîtes dans le monde avaient de la tech et que les plus grosses boîtes à cette époque-là, déjà, Google, Microsoft, etc., c'était des boîtes tech. Donc, je me disais, c'est incontournable. Donc, il vaut mieux aller directement au vif du sujet pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est très intéressant. Mais je voulais compléter avec une formation en business pour avoir une vue d'ensemble plus globale. Et donc, ensuite, j'ai fait un master en stratégie et business à l'ESSEC, à Singapour. Donc, j'ai choisi de passer toute l'année à Singapour. Et c'était une expérience très intéressante. Donc, ça m'a permis de m'ouvrir à ce qui se passait à la T'as passé région, qui est quoi? extraordinaire. Un C'est peu ça, un moins peu d'un moins an à d'un an. Singapour. Exactement. Et donc, en fait, c'est apprendre à doing business in Asia, comprendre les modèles économiques de croissance de ces pays-là qui, en 50 ans, ont connu une croissance incroyable. On en a parlé un peu avant de commencer le podcast, mais ouais, Singapour, c'est un modèle de réussite qui est incroyable. Et C'est très ça. rapide. Très rapide. Très rapide. Et un exemple de pays je crois qu'ils avaient un port. Oui. Donc, enfin, un port. Ils avaient une position géographique qui était super intéressante, mais par contre, pas vraiment de ressources. Effectivement. Et donc, un vrai succès. Exactement, avec un vrai leader comme Ouais, Lee Kuan Yew. président. Exactement. Mais bon, c'est des modèles particuliers, avec leurs forces et leurs faiblesses, évidemment. Mais en tout cas, le résultat est là et c'est un pays extraordinaire. Et ils ont énormément misé dans leur système d'éducation et dans la recherche et développement. Et donc ça, c'est la clé. Et ça, c'est d'ailleurs très simple. Ça a la même tendance dans toute l'Asie du Sud-Est. En Corée du Sud, par exemple, l'éducation est vraiment regardée comme quelque chose de très important. Et le statut des profs, c'est un statut social très élevé. Ils sont très bien payés, ils sont respectés. Ils sont vus comme vraiment un statut social très important dans la société parce qu'ils forment les prochaines générations. Donc c'est vraiment un shift de mindset et Focus sur structurel. l'éducation à fond. Investissement dans l'éducation Effectivement, de ça qualité. commence par les profs, parce que s'ils ont C'est ça. un statut important, ils sont bien payés, ils font bien leur travail. Je pense que même Ils inspirent les prochaines générations. étudiants, etc. Et recherche et développement aussi. Recherche, développement, R&D, innovation. Donc, ils sont très, très, très à la pointe des sujets. Sauf que la particularité de Singapour et de ces pays-là, c'est que c'est des mindsets, c'est très fermé. C'est très... c'est pas, alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, je vais expliquer comment, je me suis retrouvée à travailler à San Francisco. Et là, c'est vraiment l'opposé. En termes d'ouverture, en termes de tout est possible, en termes de rien n'est interdit. Et en fait, c'est ce qui permet l'innovation. Et c'est ce qui permet de think outside of the box, alors qu'à Singapour, c'est très brimé, c'est très fermé. Et d'ailleurs, même dans les projets sur lesquels on a travaillé en recherche et développement avec leur centre de recherche là-bas, c'était des choses vraiment de contrôle, de spying, de vérification. Même sur les sujets sur lesquels ils recherchent. Vous lancez des sécurité. Bien sûr. Donc, en fait, le mindset est tourné vers ça, vers le contrôle. Alors qu'aux États-Unis, enfin, à San Francisco particulièrement, c'est vraiment l'extrême. Parce qu'en fait, à Singapour, il y a beaucoup de règles partout, ce qui peut même être un petit peu oppressant. C'est ça.
Et du coup, ce que tu 5 dis, ans. c'est que ça a un impact même sur ta manière de voir le monde. Sur la manière de C'est-à-dire voir que le monde, tu vas sur ses... te brimer et rester dans une... Exactement, et sur sa capacité d'innover et de sortir des chantiers battus, en fait. Et à San Francisco, c'est vraiment extrême. C'est-à-dire que moi, le deuxième jour où je suis arrivée à San Francisco, je ne sais pas si c'est quelque chose que... Mais je ne m'attendais pas à voir ce que je vais voir, mais il y a des quartiers, et puis il y a aussi des festivals qui sont organisés tous les 2 dimanches, un dimanche sur 2, où les gens ont le droit d'être tout nus. Pas de problème. À San À Francisco. San Francisco. Ah ouais, d'accord. C'est OK, c'est permis. Donc en fait, quand on est à ce niveau D'ouverture. d'ouverture, c'est là où on peut penser à des choses comme Airbnb, ou se dire tiens, on va s'échanger les maisons. Ou à des choses qui sortent à Uber, on va mettre des gens normaux qui vont devenir des taxis. Donc en fait, c'est comme ça qu'on enable l'innovation. Je ne dis, attention, on ne peut pas dire qu'il faut permettre aux gens d'être tout nus pour pouvoir Faire innover. des festivals tout nus n'est pas une condition nécessaire à avoir un écosystème start-up qui réussit, disons-le. C'est ça, voilà, soyons clairs. Mais en fait, le fait de ne pas d'avoir une liberté importante permet en fait vraiment think outside the box, vraiment. Parce que tu n'as plus de barrières et ça te permet de réfléchir à des choses. De dire que rien n'est impossible, que tout est possible. C'est vraiment ça le mindset très important qu'il y a à San Francisco. Ça, tu l'as senti dans quoi? C'est les discussions avec les gens, ce dont ils te parlent. Alors voilà, donc je continue l'histoire pour pouvoir arriver à San Francisco. Alors du coup, après Singapour, je suis rentrée au Maroc. En transition, je savais que je voulais continuer à travailler à l'étranger, mais je voulais vraiment trouver quelque chose qui me plaise, vraiment. Et bon, le parcours classique, c'est du concert en strat, etc. Donc, je postulais, je passais les entretiens, etc. pour ça. Mais en même temps, je me disais, c'est pas forcément ce que je veux faire. Et j'ai envie d'aller explorer. Je me dis, si je peux passer... Moi, ma vraie passion a toujours été la tech, l'innovation, l'entrepreneuriat. Et je me disais, si je peux passer juste un peu de temps aux États-Unis, à San Francisco, ça serait mon rêve, j'irais sans réfléchir. Donc, entre-temps, je rentre au Maroc et j'intègre Tijali Invest pour faire un stage en private equity, donc dans leur fonds infrastructure, qui était une super expérience où j'ai beaucoup appris, parce que c'était ma première rencontre avec le monde de l'investissement, du private equity. Donc, ça m'a permis de vraiment beaucoup apprendre, voir différents secteurs, etc., et comprendre le monde de l'investissement. Mais pour moi, j'avais un besoin d'être sur des choses plus innovantes, où ça va plus vite. Et c'est comme ça où je continue à rechercher des opportunités qui pouvaient m'intéresser. Et donc, j'ai commencé... Au début, je voulais rester en Asie, mais ensuite, j'ai switché à Londres, à New York, et puis à Singapour. Pourquoi pas rester en Asie ? J'ai regardé des opportunités là-bas, mais il n'y a rien qui m'a vraiment plu. Okay. J'ai eu une opportunité que j'ai refusée dans un grand groupe, etc., mais ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Et donc, mais tu ne voulais pas rester en Europe ? Non, je regardais un petit peu, Okay. Tu vois, l'Europe, je regardais plutôt Londres, Angleterre, ou New York, ou San Francisco. Et là, j'ai eu une offre... alors, j'avais en même temps sécurisé une offre à Paris, mais je me disais, le monde est vaste. C'est le moment pour moi d'aller regarder ailleurs. Et mon expérience à San Francisco était tellement enrichissante que je me disais, c'est dommage de m'arrêter là. J'ai envie de voir ce qu'il y a ailleurs. Et donc, c'est là où j'ai eu de la chance, où j'ai eu une offre dans une boutique advisory firm à San Francisco qui travaille avec les startups des pays émergents pour les aider à scaler aux États-Unis. Ah, intéressant. Et donc, c'était une petite structure. Qui les aide sur... Pour l'expansion, pour l'installation, pour tout ce qui est business development et expansion services. Okay. Et donc, pour moi, c'était une opportunité en or, rêver d'être là-bas et de pouvoir voir ce qui se passe dans le monde en 360. Et ça faisait un lien quand même avec les marchés émergents. Bien sûr, voilà. Donc, on travaille beaucoup avec l'Europe de l'Est et avec l'Amérique latine. Et donc, du coup, ça, c'était en 2012. Voilà, donc, c'était assez longtemps. Et donc, à ce moment-là, donc, c'est là où je reprends mes bagages et je repars de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, franchement, c'était une expérience extraordinaire qui a été life-changing pour moi parce que j'y ai passé un peu moins d'1 an aussi. Mais c'était un apprentissage en accéléré. Qu'est-ce qui t'a marqué là-bas en arrivant ? Alors, le mindset. Le mindset que everything is possible. Et en fait, c'est ça la vraie différence. En fait, tu te sens te pousser des ailes. Parce qu'en fait, tu rencontres autour de toi que des gens qui, soit travaillent chez Google, Facebook, Dropbox, enfin, je sais pas, ou qui sont en train de monter leur start-up, ou qui sont... Donc, en fait, il y a une émulation intellectuelle hyper intéressante.
Et même dans la rue, tu entends des gens parler de leurs projets, de combien ils ont levé. C'est juste incroyable. Mais ça, c'était à l'époque, en 2012. Les choses ont changé et puis là, ça reprend. Là, avec J'ai le rencontré un AI. Marocain hier Ouais. qui est Head of Product d'une très 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 belle boîte, une très belle start-up qui a levé récemment. Et il m'a dit un truc, il m'a dit à San Francisco, donc il y a la mentalité de tout est possible. Il m'a dit, j'ai pas été impressionné. Il m'a dit en moyenne, les gens ils sont pas forcément plus forts qu'à Paris par exemple Bien sûr. ou autre part. C'est-à-dire au contraire, peut-être qu'ils sont en moyenne un peu moins bons, mais par contre les outliers, ils sont exceptionnels. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens Exactement. qui ont des visions du monde, qui ont un niveau Exactement. d'ambition que tu n'as jamais vu autre part et qui te débloquent. Exactement. Et donc, en fait, c'est un ensemble de choses que tu mets ensemble pour que la recette prenne. C'est des ingrédients. Donc, tu as ce mindset-là qui est poussé par... En fait, en réalité, c'est le fait de voir des success stories qui émergent et qui réussissent à partir de là et qui deviennent des succès mondiaux qui fait que les gens croient que c'est possible. Si tu ne le vois pas à côté de toi, tu peux pas le croire. Donc, en fait, c'est ce qui crée cette boucle positive. Ensuite, l'autre chose, c'est une concentration de capital. Et donc, le capital est arrivé dans la région. Ça a commencé avec les Silicon Chips. Enfin, tout ça, ça remonte la Silicon Valley à une bonne cinquantaine d'années maintenant. Mais en Donc, que tu soit dans un réalité, café, il y a soit des gens qui veulent monter des boîtes, soit des des VC. investisseurs, En gros, j'extrapole, pas littéralement. forcément, mais il y a beaucoup de gens qui bossent dans la tech. Mais vraiment, la tech, c'est vraiment Ok. les quartiers généraux de la tech, c'est du monde mondial. Et c'est assez extraordinaire. Et donc, du coup, et en fait, c'est une concentration de smart people as well, parce que tu as des gens de Stanford, tu as Stanford et Berkeley. Donc, Berkeley est juste au nord, et Stanford est juste au sud, à 1 heure, tu vois. Plus, À c'est un endroit qui attire des gens de partout dans le monde. Donc, tu as plein de gens brillants qui viennent. Exactement. Donc, en fait, tous ces ingrédients mis ensemble, et il fait beau. En fait, c'est le climat qui fait que les gens aiment habiter là-bas, que les gens riches, ils restent. Ils sont dans les suburbs et dans la Silicon Valley, Los Altos, etc. Et donc, c'est comme ça que tu as les bons ingrédients pour que la sauce prenne. Donc, il y a ça. Mais vraiment, le mindset, pour moi, a été hyper inspirant. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais exactement ce que tu disais, mais en fait, ici, c'est pas qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents ou supérieurs, c'est juste que eux ici pensent, ils croient que c'est possible. Ouais. Et en fait, nous, chez nous, on a des gens intelligents, on a des gens smart, mais malheureusement, quand ils reviennent au Maroc, les opportunités sont limitées. Et en fait, en réalité, le path to, ta meilleure option, c'est d'aller travailler pour un grand groupe, avoir un poste, etc. Mais c'est capé et tu deviens un consommateur et tu ne crées pas. Et donc, en réalité, c'est juste que ces gens-là, moi, je voyais, en fait, à l'époque, mes amis qui commençaient, qui étaient brillants, qui avaient fait de super études, qui ont travaillé à l'étranger ou même au Maroc et qui étaient vraiment des pointus, et qui rentrent et qui sont brimés, qui sont frustrés parce que ils ne trouvaient pas, en fait, chaussures à leurs pieds. Et en fait, c'est juste qu'en fait, je me suis dit, mais c'est dommage, c'est que les gens ne savent pas que c'est possible. Donc, c'est pas tant un sujet de marché ou que le Alors, Maroc est un marché plus petit, etc. C'est aussi une alors, manière de voir les choses. oui et non. C'est-à-dire que bien sûr, déjà, ça commence par le mindset et le fait que ça soit possible, etc. Bien sûr, après, il faut voir quel marché. Après, tu dois t'adapter à tes propres conditions, tu vois. Ouais. Mais d'abord, c'est de se dire c'est possible. Et c'est aussi de mettre en place l'environnement nécessaire pour que ce soit possible. Parce que c'est pas la même chose. Il y a un vrai écosystème à San Francisco. Il y a du capital qui est disponible. C'est-à-dire, quand on dit écosystème, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais parfois, on sait pas toujours ce qu'on met dedans. Qu'est-ce qui fait là-bas que tu sens que tu es dans un écosystème qui te pousse, qui t'aide Tu as des différents... Ce qui constitue un écosystème, c'est tu as différentes parties prenantes. Mais en fait, comme dit Brad Feld dans son livre Startup Communities, Ok. en fait, c'est les leaders d'un écosystème, c'est les tech founders. Et c'est vraiment eux qui sont au cœur de l'écosystème. Ensuite, tu as tous ceux qui sont... tu as ceux qui financent les tech founders, donc les investisseurs. Tu as les enablers. Le gouvernement est un enabler de l'écosystème en termes de régulation, en termes de tout ce qu'il faut pour que ce soit possible, pour inciter les investissements, pour créer les véhicules nécessaires et l'infrastructure juridique nécessaire pour que ce soit facile et que ce soit adapté aux besoins. Il y a beaucoup de choses. Et tu as les grands groupes qui doivent jouer le rôle d'être clients de ces startups et acheteurs de ces boîtes. Donc tout ça, c'est un écosystème efficient qui fonctionne et il faut que tout ça soit ensemble. Donc aujourd'hui, il y a les services providers qui vont permettre d'apporter des services juridiques, comptables, etc. pour ces startups. Donc il y a tout cet ensemble de choses ensemble qui fait que tu as un écosystème qui fonctionne et un marché, évidemment.
Et bien sûr que le marché américain, on ne peut pas le comparer mondialement. Il y a une raison pour laquelle les succès se font plutôt aux États-Unis, en Chine, parce que les marchés sont très Ils sont profonds. ultra profonds. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, à ce moment-là, je me rends compte que j'étais en même temps très inspirée, en même temps frustrée qu'il n'y ait pas ça au Maroc. Et je me disais, mais on a des talents, on a des gens smart qui, si on leur donne les bonnes ressources et le bon écosystème, pourraient créer ces boîtes-là et changer les modèles de succès et se dire, en fait, aussi la chose importante, c'est le changement de paradigme. Le fait que la technologie a rendu la création d'entreprises, ça a changé le fait que tu peux démarrer avec très peu de capitaux. Et tu peux, avec un potentiel de scale et d'automatisation, de digitalisation et d'expansion qui est exponentiel et complètement différent des business traditionnels où il te faut, à chaque fois que tu veux grossir, investir. Acheter des machines, construire des usines, tu vois, l'immobilier, etc. Aujourd'hui, justement, c'est le shift, le paradigme shift que la technologie a apporté. Et il n'a jamais été aussi peu cher de démarrer une boîte. Et encore plus aujourd'hui, dans l'ère de l'AI. Plus avec du scale, donc avec... oui, avec un potentiel chaque de client croissance. te coûte moins cher, en gros. Et plus ou moins, exactement. C'est-à-dire qu'après, tu as un coût marginal qui est très, très voilà. faible. Elle doit varier moins par rapport à ta croissance et à ton revenu qui doit pouvoir augmenter. Comment tu décides, du coup, de quitter San Francisco ? C'est une décision difficile. Alors, ça se passe pas vraiment comme ça. Donc, en fait, ensuite, donc j'ai ressenti ce désir, cette volonté de changer les choses et d'apporter quelque chose à mon pays. Et en fait, j'ai un manager qui m'a beaucoup poussée, il se reconnaîtra. J'ai la chance d'avoir un manager qui me disait, mais en fait, toi, tu es jeune, tu es une femme, tu as voyagé, tu as étudié, tu viens d'un pays émergent, qu'est-ce que tu fais pour ton pays ? Je lui dis, mais Patrick, je viens d'arriver, laisse-moi respirer, laisse-moi m'imprégner et absorber un petit peu tout ça. Et ensuite... Là, t'avais quel âge ? J'avais 25. Ah oui, très très jeune. Okay. Très jeune, 25, 26. Et donc voilà, mais en fait, tout ça me pousse à me dire, mais en fait, moi-même, j'ai envie de pouvoir rentrer chez moi un jour si je le veux, et j'ai pas envie de devoir choisir entre ma carrière et mon pays. Et j'ai envie de pouvoir contribuer à mon pays. Et pour moi, ma conviction, c'est qu'on peut contribuer au développement du pays par le secteur public et par la politique. Mais je pense, il y a une autre voie de le faire, qui est pour moi peut-être plus efficace, c'est le business. Parce que parfois, quand on perd espoir sur l'efficacité des politiques publiques, voilà, on se dit qu'en des tant entreprises économique, ou contribuer à la création d'entreprises, ça peut aider de plein de maniires. Exactement. Créer des emplois, développer des marchés, etc. C'est ça. Donc en fait, en tant qu'entrepreneur, tu contribues au développement économique de ton pays, et donc tu peux changer les choses aussi par le business. Et donc pour moi, j'ai trouvé en fait ma vocation, ma mission. Franchement, des fois c'est une chance et en même temps c'est une curse, comme on dit en anglais, c'est un sacerdoce. Parce qu'en fait, une fois qu'on tombe dans la marmite d'Obélix, c'est difficile après d'en sortir, parce que voilà. Donc voilà, je me suis dit, mais si ça n'existe pas, il faut changer les choses, il faut faire. Et puis j'étais encore jeune, naïve et ambitieuse. Je sais. Et je me suis dit, si ça n'existe pas, il faut le faire. Ouais. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc je me suis dit, en fait, les modèles que je voyais à l'époque, c'était des modèles d'incubateurs, d'accélérateurs. Je voyais des Y Combinators. C'était quoi ? C'était Y Combinator, voilà, qui n'était pas aussi gros que maintenant. Mais qui était quand 2012-13, si déjà. Ils étaient super connus et gros dans leur... connus, mais je veux dire, ils n'avaient pas des batchs avec autant de startups. C'était un petit nombre de startups, je crois. Ils étaient déjà arrivés peut-être à une centaine. Par an. Est-ce que je trouve pas énorme. Par cohorte, je veux dire. Par cohorte. Mais ils ont commencé bien 400, plus petits. 400 par an. Ok, donc c'était déjà... Ils font 2 cohortes par an, il me semble. 2 cohortes par an, ouais, donc 200. Je pense qu'il y en a 4, je crois. Ah je suis pas sûr. Je sais plus le compte là. Mais donc du coup, c'est ce que je voyais. Je voyais Y Combinator, je voyais 500 startups. Et je me disais, en fait, peut-être c'est ce qu'il nous faut pour démarrer un écosystème dans un pays. Peut-être qu'il nous faut une structure comme ça qui apporte de la structure et qui aide des entrepreneurs à démarrer. Et donc, je suis rentrée au Maroc. Enfin, déjà, je commençais à me renseigner un peu de ce qui se passait au Maroc. Je passais des coups de fil à mes amis qui étaient au Maroc. Et je leur demandais, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils me disaient, mais en fait, entre entrepreneurs, on ne se connaît même pas entre nous. C'est même pas chacun travaille sur son projet de manière complètement séparée. Et les fonds d'investissement, il y en a très, très peu. Et ceux qui existent n'ont pas forcément le mindset d'un VC.
Et donc, je me dis, bon, OK. Donc, je rentre et c'est là où on se dit, bon, bah, au début, je voulais comprendre les problématiques des entrepreneurs. Donc, la première des choses à faire, c'est de talk to your customers. Donc, d'aller rencontrer les entrepreneurs et d'écouter, de les mettre en relation et puis et de créer une communauté. Parce que sans entrepreneur, il n'y a pas de... Tu avais vraiment l'angle de la communauté et de l'écosystème en arrivant au Maroc, c'est ecosystem building. C'était vraiment... Donc, comme je dis, ma première idée, créer un incubateur, un accélérateur, mais pour ça, il te faut de la substance. Donc, d'abord, créer un écosystème, créer une communauté avant même de faire un incubateur. Ah oui, il te faut les entrepreneurs. Ils sont où? Qu'est-ce que tu accélères? Donc, d'abord, les rencontrer, les trouver. Et au début, donc la première chose, c'était mais ils sont où? Donc, ils étaient même pas... Donc, c'est comme ça qu'on a commencé, on a lancé un mouvement ou un réseau d'entrepreneurs qu'on a appelé Start Up Your Life. Ça, c'était un slogan que j'avais eu à Stanford qui m'avait beaucoup inspiré. Et donc, au final, ça s'est retrouvé, on a appelé, c'était une non-profit qui s'appelait Start Up Your Life, donc comme ça. Et donc, on a commencé à vraiment rassembler les entrepreneurs, à organiser des meet-up, donc vraiment dans des cafés où on permettait à chaque entrepreneur tech de parler de son histoire, de qu'est-ce qu'il fait, et quels sont ses wins et quels sont ses challenges. Et pour que chacun d'entre eux puisse participer à aider l'autre. Participer, discuter, et se rencontrer et s'entraider. Ouais. Et donc, en fait, la règle, c'était qu'à chaque fois, chaque entrepreneur devait amener un autre entrepreneur tech, donc c'était de la cooptation. D'accord. Un autre entrepreneur avec lui, et c'est comme ça qu'on a fait grossir la communauté. Et donc, à un moment, on a commencé à vraiment réunir tous les acteurs qui sont vraiment jamais parlé à l'époque, et à commencer à organiser... donc, au début, on était 8. Hein. Après, ça a commencé à grossir, etc. 20, 50... Et puis, on a retrouvé à 200 dans la communauté. Ah oui, quand même. Et on commençait à organiser, maintenant on s'est dit on va commencer à organiser des big meet-ups, c'est pas juste des petits cafés, mais on va inviter tout le monde et les rassembler et faire pitcher les entrepreneurs. Donc c'était le premier événement de pitch, de démo, etc. Et d'inviter les investisseurs. Donc on a appelé les business angels qu'on connaissait, etc. Donc c'est vraiment le début, ça je te parle de 2013. 2014, donc vraiment... Business Angel, marocain surtout. Marocain, au début. Et ensuite, notre slogan, c'était Morocco has startups. Et là, on fait le parti pris, on prend le parti pris de faire un site en anglais. Et donc de communiquer, toute notre communication était en anglais parce qu'on a compris dès le départ que en fait, quand tu parles de start-up et de tech, tu parles dans le marché mondial. Tu ne peux pas te cantonner à un seul pays. Enfin, tu es régional, tu es dans un écosystème plus grand. Je fais une petite pause dans cet épisode pour vous parler d'une expérience que toute personne qui veut lancer un projet a déjà vécue. Lorsqu'on se lance, il y a une étape par laquelle tout le monde passe, créer son site internet. Et cette étape de création d'un site web demande souvent beaucoup de temps et d'investissement, surtout si on décide de travailler avec des freelances ou avec des agences. C'est pour ça que je voulais vous parler de mon partenaire Hostinger, un outil simple d'utilisation qui vous permet de créer vous-même en un week-end un site avec un rendu ultra professionnel. Vous pourrez créer votre site en quelques étapes simples, vous décrivez en quelques phrases ce dont vous avez besoin, ou vous choisissez parmi des templates, vous personnalisez votre site web et vous publiez votre site en quelques clics. Pour ça, allez sur Hostinger et choisissez le plan qui vous convient. Je vous conseille le plan Growth qui inclut jusqu'à 50 sites internet créés, des boîtes email, des outils d'emailing, la possibilité de créer un site e-commerce et plein d'autres choses. Une fois le plan choisi, vous pourrez commencer à créer votre site internet. Si vous choisissez l'éditeur, vous décrirez votre idée rapidement et une première version du site sera créée. Ensuite, vous pourrez modifier chaque bloc du site facilement avec une interface intuitive. Vous pourrez ajouter des sections, des pages ou changer le design très facilement. Ensuite, il suffit d'appuyer sur Publier et c'est en ligne avec l'hébergement, le nom de domaine et l'adresse email professionnelle déjà inclus. Si vous venez de notre part, vous aurez une réduction de 10% sur les produits Hostinger. Pour ça, il faudra utiliser le code NEXTWAVE. Je vous remets ce code en description. Donc si vous avez déjà pensé à créer ou à améliorer votre site web, ça n'a jamais été aussi simple. Allez-y et utilisez le code NEXTWAVE. Sur ce, on reprend l'épisode. Et donc c'est comme ça qu'on reçoit un jour on reçoit un mail d'investisseurs en Jordanie, à Dubaï, qui nous disent We know Morocco has startups and we want to come. Donc c'est comme ça qu'ils commencent à venir, on commence à les inviter et là on commence à élargir nos événements. Et ensuite donc on fait un partenariat donc avec une organisation africaine, qui se focus sur les marchés émergents et qui couvre l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on organise un grand événement africain. On invite des entrepreneurs et des investisseurs de 13 pays africains pour la première fois à Casablanca en 2016. Et ça aide beaucoup les entrepreneurs sur place parce qu'ils ont des exemples d'entrepreneurs sur d'autres marchés et ils rencontrent des investisseurs qu'ils n'auraient pas rencontrés. C'est ça. Donc ça, c'était encore vraiment les early days. Donc on est passé, c'est vraiment faire connaître les entrepreneurs, parce que l'aventure entrepreneur est très solo.
et les gens se sentent vraiment seuls. Donc, en fait, la vraie valeur, déjà, c'est de se retrouver dans une communauté, d'avoir des gens qui comprennent ce que tu fais, à qui tu peux parler et partager tes problèmes et avoir un réseau qui te soutient, qui peut t'aider. Faire des intros, te mettre en relation, te dire, moi, j'ai fait ça comme ça ou pas comme ça. Donc, ça, c'était vraiment... donc ça, c'était la base C'est vraiment... On a commencé avec la fondation. Mais pour moi, j'ai toujours su que c'était qu'une brique, c'était qu'une pierre à l'édifice, c'était pas la finalité. Et moi, je pensais toujours, je recherchais à ce moment-là le bon modèle. Est-ce que accélérateur, incubateur ou autre chose? Et là, je commençais à faire la tournée des écosystèmes. Et je suis allée à Londres. Où ça, Londres? Donc, je suis allée à Londres et j'ai pu rencontrer un des cofondateurs de Seedstars. Des cofondateurs de Seedcamp à Londres avec qui on a vraiment échangé pendant 2 heures sur les modèles, qui m'ont fait des maths, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et lui me parlait plus d'un modèle de fond plutôt qu'un modèle d'accélérateur ou d'incubateur. Seedcamp, aujourd'hui, c'est le seed fund, la seed firm la plus connue en Europe. Dans le VC qui investit dans le stage. C'est pas un incubateur. C'est un fonds, mais qui avait au départ des programmes. Et en fait, moi, je les ai rencontrés à San Francisco quand je travaillais là-bas, où ils ramenaient leur délégation à San Francisco et où des entrepreneurs pitchaient devant les investisseurs, etc. Et où on les mentorait, etc. Donc, c'est comme ça que que je les ai connus. Mais ils créaient déjà le lien avec les États-Unis, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire la tournée. Je suis allée à New York, un peu partout pour rencontrer des acteurs clés pour pouvoir avoir les insights. Et j'ai eu de la chance, en fait, c'est une question de rencontre. De rencontrer quelqu'un qui a vraiment shifté ma trajectoire et qui a accéléré le fait que je suis allée plutôt vers un modèle de fond plutôt qu'autre chose. C'est Michael Siebel. Ouais, Michael Siebel qui est hyper connu dans la tech. Donc, c'était un des patrons de YC. C'était l'ancien CEO de Y Combinator. À l'époque, il était partenaire chez YC. Il était partenaire puis CEO pendant quelques années. Et là, tout récemment, je crois il est sorti de YC et qu'il a levé un fonds. Avec ces 2 partenaires de YC qui sont sortis et qui ont levé un fonds qui s'appelle, j'ai oublié. Mais ouais, Michael Siebel, c'est une référence. C'est une des sommités dans la tech. Et donc, en fait, il était de passage au Maroc, à Casa. Oui. Comment ça se fait? Pour voir l'écosystème, en voyage En voyage. Et en fait, à chaque fois qu'il s'arrêtait dans un des pays de la Méditerranée, il demandait à rencontrer les acteurs, les leaders de l'écosystème, les acteurs clés de l'écosystème. Et comme moi, à ce moment-là, j'étais vraiment au cœur de l'écosystème, on organisait ces événements où j'étais en contact avec les entrepreneurs, etc. J'ai eu plusieurs mises en relation avec lui. En fait, j'étais aussi aux États-Unis, donc j'avais ces liens-là. Et donc, on allait le voir et on a passé c'est une opportunité de dingue. Voilà. On a passé 4 heures avec lui. Je me rappelle encore, c'était Ramadan. Pendant 4 heures, je parlais pour lui expliquer l'état de l'écosystème, les challenges, du fait que déjà, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de venture capitaliste comme il se doit. On manque de ci, de ça, etc. Et je lui disais, ma vision, c'est de construire un écosystème. D'abord, la startup communauté, d'abord, qui est la first step. Ensuite, un incubateur ou un accélérateur dans 2-3 ans et un fonds dans 5 à 10 ans. Et pour moi, c'était par la suite. C'est le plan. Exactement. Et il me dit, mais pourquoi tu attends 5 à 10 ans pour faire ce qui est plus important? Mais tu as commencé par le fonds maintenant. Je lui dis, écoute, ouais, tu es bien gentil, mais qui va vouloir investir dans des startups au Maroc ou en Afrique? Il me dit, non. Tu dois penser comme un entrepreneur, donc vraiment... il a pris son téléphone, il me dit, OK, de combien les fondateurs ont besoin? OK, tac, voilà ce que tu dois aller lever pour démarrer. Et pense comme un entrepreneur, tu n'as pas besoin de commencer gros. Commence petit et déploie, et exécute, et construis ton track record. OK, donc très bien. Bon, moi, je commence à y réfléchir, etc. Mais pour moi, ça a l'air... impossible. En fait, à la fois, c'est logique. C'est-à-dire se dire, c'est le truc le plus important à faire, donc je peux le commencer maintenant. En même temps, t'es hyper jeune, t'as jamais investi. Exactement. Je ne sais pas comment on monte un fonds. En réalité, tu n'aurais même pas pensé. Tu n'aurais pas pensé à le faire tout de suite. Jamais. Tu n'aurais pas pensé à le faire tout de suite. Exactement. Et donc, il m'explique qu'il y a un modèle de ce qu'on appelle les super angels, qui en fait, au lieu d'investir leur propre argent de petits tickets, c'est des angels qui rassemblent l'argent d'autres angels et qui font, donc c'est des petits fonds, des micro-funds, c'est des micro-VCs, et qui déploient. Et en fait, tu n'as pas besoin d'être un fonds de je ne sais pas combien de millions pour pouvoir... tu n'es pas obligé d'aller voir des gros investisseurs. Tu ne peux pas commencer comme ça. Parce que donc, tu vas avoir des business angels qui ont de l'argent, mais pas, quand même beaucoup d'argent, c'est-à-dire qui sont capables d'investir de gros tickets. Et tu les réunis et tu investis pour eux. Oui, non, tu crées un fonds. Tu crées un fonds mais c'est un petit fonds.
C'est un microfund. D'accord. Et donc, en gros, il me dit, mais en fait, tu as tout ce qu'il faut. Tu as l'accès au deal flow, qui est le plus important. Tu comprends les entrepreneurs et tu es toi-même tech engineer. Donc, c'est bon. OK. T'as tout. C'est bon. C'est ce qu'il faut. Le plus important, Ouais. c'est l'accès au deal flow. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça me prend un peu de temps. Je dois réfléchir. Je commence à me dire, get your paperwork together. OK, très bien. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'admin quand même à faire. Bah oui, il me dit, rassemble une équipe, monte ton fonds, et puis allez, vas-y. C'est super compliqué d'un point de vue administratif and co. Très compliqué. Ouais. Très, très compliqué. Très, très Moi, je ne compliqué. suis pas encore à ce stade-là à ce moment. À ce moment, quand il me dit ça, bon, on organisait une grosse conférence internationale cette fois, on ramenait des investisseurs de partout. Il fallait que... Et donc, 6 mois plus tard, j'avais un déplacement à San Francisco où, du coup, je lui écris, je lui dis, let's catch up. Je dis, OK, très bien. J'arrive à l'endroit, au café. Avant de m'asseoir, il me dit, so, where are you with the fund? Ouais, direct. Et là, j'étais là, En fait, Exactly. Je dis, tu sais, on est en train d'organiser cette grosse conférence, il y aura des gens qui viennent du monde entier, il faudrait que tu viennes. I told you, conferences are good. Les conférences, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est pas ce qui compte. Et c'est pas ce qui aura le plus d'impact. Il me dit, qu'est-ce que tu attends? Va et fais-le. Je lui dis, bah écoute, j'ai besoin de plus de crédibilité. J'ai besoin de mes premiers investisseurs. Et là, il me dit, OK, so I'll be your investor mais non, and your advisor. énorme. Et donc, c'est comme ça que ça s'est Énorme. fait. Déjà très sympa en vrai. Voilà. Qui s'intéresse à un écosystème qui est aussi loin, etc. En fait, lui, il voulait vraiment commencer à attirer plus de deal flow d'Afrique. En fait, il a vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer en Afrique et dans les marchés émergents. C'est et une il manière voulait pour des lui relais. d'avoir un relais. Ouais. Voilà, exactement. Des gens qui peuvent avoir confiance, qui sont au cœur de l'écosystème, qui font ça par passion. Et là, il te dit, je te mets ton premier ticket Voilà. dans ton fonds, c'est Il me moi. dit maintenant, Et, go et and advisor, make it. et je te Voilà. suis, etc. Je te Et conseille. c'est quel montant à peu près? Je peux pas vraiment disclose, mais c'est vraiment un petit chèque. Donc je lui dis, moi, première action, mais le but, parce que tu vois, c'est comme quand tu as une start-up et que tu prends tes premiers investisseurs. c'est ça, Et c'est la référence. c'est beaucoup plus intéressant d'avoir Michael Sibel que Michael Sibel mettre beaucoup d'argent. Oui, bien On est sûr, d'accord. bien sûr. C'est mais le vrai bon, sujet. mais bien sûr. Et donc, OK, donc là, il me dit, là, j'avais le dos au mur, ça y est. Donc là, je commence à réfléchir comment je vais faire. Mais pendant 6 mois où j'ai pas pu en parler, j'ai pas pu le dire parce que je me disais, mais comment je vais faire? Qui va me croire? Enfin, et en fait, pareil, c'est vraiment des rencontres et des gens qui viennent sur ton chemin qui font que les choses deviennent possibles et qui croient en toi et pour que toi, tu crois en toi-même. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de rencontrer ceux qui sont devenus ensuite mes associés, dont Ali Ben Soudan, qui a joué un rôle clé à l'existence de Outliers, parce que lui, il a son parcours, son background est dans le PI. Et ensuite, il a investi en tant qu'angel dans des startups tech. Et ensuite, il a été cover, est devenu le CEO, donc il est devenu entrepreneur. Il était investisseur, devenu entrepreneur tech. D'accord. Et moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai toujours été dans la tech, et là, je devenais investisseuse. Donc, D'accord. du coup, c'est très complémentaire. Et donc, lui, il avait l'expérience de structuration de fonds, de levée de fonds, etc. Et donc, c'est grâce à ça. Et donc, lui, il investissait en tant qu'angel dans des startups. Et donc, je lui dis, bah, viens, on monte un fonds. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Au début, j'y croyais pas. Une autre personne qui a joué un rôle vraiment clé, c'est Hassan Ba, qui est l'advisor de Mustafa Tsarab, chairman de OCP, sur l'Afrique. Et lui, c'est un grand pour moi, c'est un diplomate, c'est vraiment un amoureux de l'Afrique. Et il me disait, n'oublie pas l'Afrique. Et il me disait, mais tu peux. Et donc, quand je lui racontais l'histoire... Il a une vraie influence ensuite sur la thèse. Lui, il a été mon mentor, vraiment. Il a été mon mentor. Et il a été celui qui m'a aidé à y croire, en fait, et à me lancer. Parce qu'au début, c'est dur quand on est jeune. En lançant Outliers avec Ali Ben Soudan. Voilà, c'est ça. Ensuite, Leila Slassi, qui a été notre avocate et qui nous a accompagnés, on est allé voir au début pour lui dire, bon, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut faire. Et Leila, dans sa générosité, elle adore, enfin, elle est extraordinaire de prendre les projets à cœur et de se battre avec nous. Et donc, avec Elena, on a passé par tous les parcours du combattant pour essayer de domicilier le fonds au Maroc, dans un premier temps, qui a été un échec. Je veux bien comprendre vraiment comment on structure un fonds. C'est compliqué, hein. Je peux non, pas mais vas-y. rentrer dans le détail. Vas-y. Mais en fait, tu as des... Donc, en fait, les véhicules d'investissement, en tout cas aux États-Unis, ça se fait... Tu as un véhicule d'investissement qui s'appelle le LP, Limited Partnership, et tu as le GP, qui est la société de gestion, le General Partnership. Aux États-Unis, tu as pas que 2 sociétés, tu en as 3. Tu as LP, GP et Management Company. Parce que le GP, c'est le responsable légal
où il y a les fondateurs, en fait, du fonds, les managers du fonds, D'accord. qui vont prendre la responsabilité légale, qui vont signer on behalf of the investors, etc. Et tu as une autre entité séparée qui est la société de gestion qui reçoit les frais de gestion. Et donc, les frais de gestion, c'est juste que vous avez... Donc, tu as les LPs, c'est les gens qui investissent dans ton fonds. C'est ça. On est d'accord. Ça, c'est une société aussi? C'est les Limited Partners qui investissent dans la Limited Partnership. Donc, donc les LPs investissent dans une société qui s'appelle un Limited Partnership. Voilà. Cet argent est géré par une société qui est la société GP, dans laquelle il y a les partenaires du fonds. Il y a les General Partners, oui. Et il y a une troisième société qui reçoit les management fees. Voilà. Ok. Exactement. Ok. Qui est plus. C'est une société de gestion, c'est là où il y a les management fees, où il y a l'équipe, on recrute l'équipe. C'est la société opérationnelle, je veux dire. Voilà. C'est là où il y a les salaires de l'équipe, qui reçoit les management fees, etc. qui vit. C'est la société opérationnelle. Ok. Et le Limited Partnership aux États-Unis. C'est le GP qui investit directement dans les boîtes? C'est le LP, c'est le GP qui prend les décisions d'investissement pour investir à travers le LP. Mais c'est le LP qui rentre dans les startups. Oui. D'accord. Ok. Et donc, l'équivalent du Limited Partnership aux États-Unis, ici, l'équivalent des fonds ici, c'est l'OPCC au Marocain. Donc, l'équivalent des sociétés de gestion. D'un fonds qui est réglementé par l'AMMC. D'accord. Qui aujourd'hui a été fait pour le pays, qui n'a pas encore été adapté pour le VC. Donc, il y a encore des choses à faire de ce côté-là pour ça. Mais l'équivalent pour comprendre comment fonctionne un limited partnership aux États-Unis, ici, ça serait comme une société en commodité d'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actions physiques qui sont détenues par les investisseurs, mais c'est des pools. Ils mettent 10 millions, ils mettent 1 million, et ils ont 1 million d'un ensemble. Et donc, ils ne sont pas dilués au fur et à mesure qu'on lève. Donc, c'est juste une structure qui est faite pour les fonds. Donc, le limited partnership, c'est l'équivalent d'une société en commandite par action. C'est pas comme une société où il y a un capital où au début il y a X personnes dans le capital et quand quelqu'un d'autre arrive, il dilue tout le monde. D'accord. Donc c'est des pools et personne n'est dilué. C'est un ensemble. Tu mets en commun de l'argent et tu investis ce pool d'argent. Donc, dans la société en commandite par action, il y a un commanditaire. Et c'est donc le commanditaire. Le commandité, pardon. Oui, mais en fait, celui qui gère, qui a la gestion, c'est le GP. Donc, c'est l'équivalent. D'accord, ok, intéressant. Ouais. Et donc, tu es obligé, si tu veux lever un fonds au Maroc, de faire une société... Non, tu fais un OPCC aujourd'hui. Ou bien tu fais une SA classique. Sauf que la SA classique n'est pas du tout adaptée. Mais une société en commandite, tu pourrais le faire pour faire un fonds? Je ne connais pas de fonds qui ont fait ça, mais ça peut être intéressant. Je pense que c'est à explorer. Mais pour être agrémenté, etc., MMC, donc, très compliqué. Aujourd'hui, au PCC, c'est très compliqué, c'est très lourd, c'est pas forcément adapté au VC. Et pour plein d'autres raisons, de toute façon, en fait, nous, notre constat, c'était que au début, on voulait vraiment le faire au Maroc. Donc, on a essayé, on a déposé un dossier pour pouvoir être dans les zones offshore, etc., parce que notre argent venait en dollars. Alors, déposer un dossier pour faire une OPCC? Non, pour faire déjà une société normale, mais le faire dans une offshore pour garder. Non, on voulait faire juste SA à la base, mais pour garder l'argent en dollars. D'accord. Donc, on voulait Tanger Offshore à l'époque. En fait, ça a fermé ensuite, etc. CFC, c'était pas adapté. Parce que pour plein de raisons, juridiquement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. CFC, on peut avoir de l'argent en dollars et le garder en dollars? Oui, bien sûr. Okay. Mais ce n'est pas pour un fonds. C'est différent. Société, parce que la limitation, c'est prise de participation majoritaire. Sauf qu'un fonds ne prend pas de participation majoritaire, c'est minoritaire. Donc, ça ne marche pas. Mais la société de gestion peut être à CFC, d'ailleurs. Si tu as une boîte qui veut faire du buy-out majoritaire, tu peux être basé à CFC. Oui. Et avoir de l'argent en dollars. Recevoir de l'argent d'investisseurs en dollars et acheter des boîtes marocaines. Oui. Ok. Mais c'est surtout pour le sortir facilement. Parce que tu pourrais aussi le garder quand il rentre en dollars. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans les technicités. Non, c'est intéressant. En vrai, c'est intéressant. Mais en vrai, ça a été un parcours du combattant pour pouvoir mettre en place, structurer le premier fonds. Et donc, du coup, au début, on a vraiment essayé de le faire au Maroc, ça n'a pas fonctionné. D'accord. Et donc, parce que, voilà. Et je pense aussi pour les investisseurs, c'est compliqué, non? C'est compliqué. Donc, même si tu arrives à le faire, si tu arrives à avoir le bon modèle juridique avec les bonnes composantes, c'est-à-dire pouvoir recevoir des dollars, pouvoir ressortir des dollars, etc. C'est ça. Le problème, c'est que, en général, quand tu passes par office d'échange et que quand ouais, l'argent rentre... Même si ça fonctionne, les investisseurs, peut-être qu'ils ne voudront pas. Alors justement, Michael me disait, mais pourquoi il me dit, fais-le au Delaware, c'est le plus simple, c'est le plus standard. Delaware, c'est un État aux États-Unis où tous les fonds et les startups et les fonds basent leurs entreprises. Voilà. Ok.
Et je l'ai convaincu, je lui ai dit, de toute façon, ton argent va venir en Afrique, donc peu importe. Et voilà, on a des plages financières qui sont faites pour ça. Donc... Mais en fait, au final, après 1 an et demi de travail, je lui ai appelé. Et là, il me dit, c'est-à-dire qu'à un moment, c'était, si vous n'y arrivez pas, ça y est, nous, on est out. Donc, à un moment, j'avais plus le choix. Et au final, heureusement, en fait, que ça ne s'est pas fait au Maroc, parce qu'on a pu trouver le moyen de le faire, du coup, au Delaware, pour que ce soit fait dans les règles de l'art, le plus simple possible, et que ça nous permette, parce que c'est ça, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on a annoncé le fonds, on a eu la plupart des candidatures qu'on a reçues, enfin des dossiers qu'on a reçus, venaient beaucoup d'Égypte et de Nigériens. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que la qualité et la quantité du deal flow étaient plus dans des écosystèmes plus gros, plus importants, comme ça. Et en fait, on s'est aussi rendu compte que 99% des boîtes qui lèvent sont domiciliées ailleurs. Donc, on a holding company qui est y compris les startups, ouais. Je parle des startups, vraiment. Et donc, en fait... Et elles sont basées où? Tout au Delaware? 80% Delaware et 20%, on va dire, selon d'où elles viennent. Parce que beaucoup, Nigeria, c'est Delaware automatique, Kenya aussi, pareil. Dans Égypte, des îles, parfois, non? Caïman, un peu, pas beaucoup. Mais c'est vraiment Delaware parce que c'est simple, ça se fait en ligne, etc. Et c'est standard. Et tous les investisseurs connaissent. Et en fait, l'autre partie, c'est un peu Amsterdam, parce que l'Égypte, il y a des facilités. Et même le Maroc, aujourd'hui, l'Afrique du Nord, c'est entre Amsterdam et Delaware. Ou parfois France, etc. Mais en tout cas, on s'est rendu compte que comme structurellement, le VC fait que tu investis dans des sociétés qui sont à l'étranger. Pourquoi ? Parce que c'est que la holding et donc les contrats juridiques qui sont là-bas, du coup, parce que tu as un tour de table institutionnel qui vient c'est des visites qui viennent de plusieurs pays, plusieurs juridictions. Et donc, pour standard... Et aussi, il y a des termes juridiques qui ne sont pas encore disponibles au Maroc, comme le vesting des parts des fondateurs ou le vesting des parts des employés à qui tu donnes des parts. Le fait de donner des actions aux employés et parfois même à des fondateurs qui sont obtenus dans le temps. Voilà. Exactement, qui sont un peu dans le temps, parce que c'est important. Si tu t'associes avec quelqu'un et qui a 50% et qui part le lendemain, en fait, il part avec 50% de ta boîte. Et en fait, il tue la boîte. Alors qu'il y a des mécanismes qui sont faits pour que le risque et le reward soient partagés. Donc si je rentre, on est 3 fondateurs. Ouais. On peut avoir 33% chacun. C'est ça. Mais en fait, qui sont vestés. Voilà. Qui sont débloqués. Qu'est-ce qui est standard Ils sont débloqués sur 5 ans, sur 7 ans. Enfin, pour les boîtes, c'est 5 ans. Donc ça veut dire si moi je sors au bout d'un an, j'ai un cinquième des actions. Si je sors au bout de 2 mois, j'ai quasiment rien, etc. Exactement. Et si je reste plus de 5 ans, j'ai mes 33% et je peux quitter la boîte et rester actionnaire. C'est ça. Et ça, c'est très important parce que sinon... Parce que ça tue la boîte, parce que plus aucun investisseur ne rentre, ça démotive l'équipe s'il y a 33% qu'il y a quelqu'un qui part. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Donc pas au Maroc, on la base au Delaware, et donc vous arrivez finalement à créer la société, le fonds. Donc le fonds. Et donc c'est quand même un long travail en fait. C'est énorme. Et en plus, imagine quand on a démarré, on n'avait pas de capital. Donc on a bootstrappé un VC. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler de mes amis et partenaires TapTapSend que j'utilise personnellement et qui soutient NextWave depuis le début. Si tu habites en dehors du Maroc, tu dois absolument connaître TapTapSend. J'ai personnellement vécu 10 ans en France et comme tous les Marocains qui habitent à l'étranger, j'ai voulu envoyer de l'argent vers le Maroc. Certains veulent soutenir des proches, certains veulent épargner au Maroc ou investir leur argent, mais dans tous les cas, dans ces moments-là, on recherche 3 choses: rapidité, simplicité et le moins de frais possible. C'est ce que propose TapTapSend. Il permet d'envoyer de l'argent vers le Maroc depuis une trentaine de pays dans le monde, et ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits. En gros, leur modèle, c'est une petite marge sur le taux de change et ils sont transparents et compétitifs. Ils proposent un des meilleurs taux du marché. Donc si vous voulez envoyer de l'argent vers le Maroc, ne réfléchissez pas et téléchargez l'application TapTapSend. Vous pourrez transférer votre argent vers des comptes bancaires, mais aussi vers CashPlus ou AfaCash. Si vous venez de notre part, vous recevrez un cadeau lors de votre inscription. Par exemple, 15 € depuis la France ou 25 $ depuis les États-Unis. Donc téléchargez l'application TapTapSend et utilisez le code NEXTWAVE. Je vous remets en description toutes les infos. Vous êtes déjà des centaines à avoir utilisé l'application et certains m'ont remercié pour la recommandation. Et j'aimerais à mon tour remercier l'équipe TapTapSend de me soutenir depuis le début de NextWave. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Et comment on fait pour tenir, tu vois, parce que c'est 1 an, 2 ans et je pense que c'est tout le monde, tous les gens qui, je sais pas, tu lèves un fonds de PE, tu lèves un fonds de VC, ça prend du temps. Tu lances une fintech au Maroc, tu as 2 ans pour avoir un agrément et donc tu es dans tout ce... Tu vois, tu as plein de situations où tu es dans le moment où ça dure 1, 2 ans, parfois 3. Il faut du working capital. Yes.
Comment tu fais? Il faut fund le truc, enfin, il faut vivre en C'est gros, ça. et aussi il faut tenir, parce que Bien c'est beaucoup sûr, c'est bien sûr. difficile. Mais en fait, c'est ça. Mais en fait, pour le premier fonds, en fait, il faut vraiment être entrepreneur. Et il faut être très resourceful. Et en fait, pour le premier fonds, on a vraiment bootstrappé. Et en gros, en fait, nous, à l'époque, donc, j'ai pas fini l'histoire, mais, enfin, si, plus ou moins. Mais donc, Startup Your Life, à un moment, j'ai dû quitter mon job pour le faire à plein temps. Parce qu'au début, je le faisais on the side comme associatif, non-profit. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est toujours une non-profit, mais je me suis dit, si je veux faire ce qu'il faut que je puisse lever des fonds, il faut que j'ai un budget de fonctionnement pour pouvoir me concentrer là-dessus. Et c'est comme ça qu'ensuite, j'ai rencontré Michael et que ça s'est transformé en lance un fonds. Mais entre-temps, j'avais levé de chez l'ambassade américaine une grant, donc pour un programme, etc., d'accompagnement des entrepreneurs. Donc, si tu veux, on avait un budget de fonction. Ça permettait de faire fonctionner Startup Your Life. Et ça permettait aussi d'avoir ça permettait d'avoir un salaire quand même et de se payer. C'est ça, plus ou moins. Vraiment plus non, mais le minimum pour continuer, quoi. C'est ça. Et de l'autre côté, en fait, quand tu n'as pas de capital, tu deviens très frugal. Donc, en fait, par exemple, aux États-Unis, j'ai dû prendre mes valises et je suis partie à Palo Alto chercher un cabinet qui voudrait bien faire ça pour nous, à moindre coût. Et en fait... pour créer la boîte au Delaware ? Ouais, pour créer le fonds. Pour créer le fonds. Et donc, en gros, c'est une question de connexion, de trust, de machin. Et de gens ça coûte cher ? Ça coûte très, très cher. Et donc, on parle en gros, de combien on a pour réussi... faire un fonds Aujourd'hui, les invoices des lawyers, quand tu crées un fonds, c'est dans les 200 000 $. 200 000 $? Ah ouais, ok. Mais, justement, moi, si t'es resourceful, c'est pas 200 000 $. Donc en fait, j'ai eu de la chance, encore une fois. C'est une question de rencontre, c'est une question de... Quand tu es porté par quelque chose, en fait, tu navigues et tu trouves des solutions. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer un partenaire d'un grand cabinet d'avocats qui connaissait un de nos advisors. Donc, il faut bien s'entourer, en fait. C'est ça qui donne la crédibilité et qui fait que... Quand tu t'es dit que tu allais créer un fonds, tu as créé un board d'advisors ? J'avais Michael, j'avais d'autres personnes, etc. Et... Ça se structure, c'est-à-dire il y a une base légale ou c'est de l'informel, le fait d'avoir des advisors ? Avant de créer quoi que ce soit, ça sert à rien de créer juridiquement quelque chose. Ouais. Voilà. Mais là, mais tu as quelques personnes... C'est des gens qui t'accompagnent, qui t'aident, qui sont tes advisors. Et donc, ensuite, tu formalises. Mais d'abord, tu crées la relation d'abord. Et donc, en gros, j'ai trouvé un cabinet qui acceptait de le faire pour rien du tout, pour même pas 10% du prix. Donc, 10 000 $ forfait. J'ai négocié. Comme possible. Je lui ai dit, même si tes heures d'avocat dépassent ça, je peux pas payer plus. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, voilà. Donc, il y a des gens qui aiment bien aider parce qu'ils se disent « we will get it back ». Et donc, en fait, si tu réussis, en gros, c'est ça le raisonnement. Ils vont continuer à bosser avec toi. Voilà. Ouais. Et donc, tu vas grossir, etc. Et donc, tu as ce côté-là où on arrive à... Et aussi, ce que tu dis, c'est que comme tu es porté par une mission, tu as vraiment envie de faire ça, tu tiens aussi dans le temps, avec les difficultés administratives. Voilà. Et... Il faut avoir un grand why. Il faut que ton why soit important pour que tu puisses faire ça. Et puis, je pense aussi, pour être très sincère, l'âge compte aussi. À ce moment-là, on est encore hyper... positif, ça ne veut pas dire que c'est plus le cas. Là, je suis plus réaliste aujourd'hui. Je suis plus mature, je suis plus réaliste. Je vois les choses. Enfin, c'est important aussi. Mais quand on a cette insouciance, cette innocence, ou cette naïveté, eh ben, on brise les plafonds. Et c'est là où, en fait, tu as des ailes et voilà. Donc, bon, ça n'a pas été simple, mais en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'une fois qu'on a démarré... Alors, quand Michael Sibel a comité au fond, 500 Startups avec qui on travaillait et on a invité leurs partenaires à venir dans nos événements au Maroc. Le partenaire avec qui je travaille me disait Michael a commit, nous aussi. Donc en gros 500 se sont retrouvés aussi à investir dans le fonds en tant que LP à travers leur fonds maintenant. Excellent. Donc c'est comme ça aussi, et ça aide beaucoup parce qu'ils m'ont aussi énormément aidé sur la partie juridique, les best practices, etc. Et c'est comme ça en 2016 que j'ai fait, avant de démarrer le fonds, avant de démarrer la structuration du fonds, le raisonnement du fonds. Quand ça ? C'était en 2016, fin 2016, où j'ai fait un programme qu'ils ont, qui est vraiment super, qui s'appelle VC Unlocked, que 500 Startups organisent. Aujourd'hui, il s'appelle 500 Global. Ils organisent à Stanford pendant 2 semaines, avec des profs de Stanford, etc., sur le VC, sur le business of VC, of Venture Capital, et dans toutes les bases. Et ça, franchement, ça a été très marquant pour moi. Et à l'époque, il y avait le CEO de 500, Dave McClure, qui aussi enseignait. Et franchement, c'était très, très intéressant. Donc, c'est ce qui m'a donné. Donc, moi, j'ai été j'ai été nourrie à la Silicon Valley mindset, mais adaptée à l'Afrique. C'est ça qui est le plus important. Donc là, tu arrives à toute la partie juridique, la structuration du fonds, enfin la création du fonds, tu arrives à le faire.
Et Mais entre-temps, on n'est pas à se croiser les bras. Entre-temps, on reçoit des candidatures. Nous, entre-temps, on a fait fake it till you make it. entre-temps, on est déjà, on a un fonds qui existe, quoi, Voilà. entre Nous, on a brûlé parenthèses. les bateaux. On Ouais. a dit, on a annoncé. Envoyez-nous on des existe. decks, on Voilà, investit. on investit, etc. Et on a dit, pour démarrer, on fait un programme de 9 mois pour tester les boîtes et pour faire notre Didi. Et ensuite, Et entre-temps, on j'espère qu'on aura vraiment le on fond. close. Oui, on Donc, investit c'est dans 20% Ouais, des mais startups des fois, du alors figure-toi du programme. qu'on a commencé à investir en 2018, avant même d'avoir le fonds structuré. Parce qu'on avait des opportunités et en fait, les choses tardaient, prenaient du temps. En fait, justement, c'est toute cette histoire de structuration au Maroc qui nous a fait perdre énormément de temps. D'ailleurs, on est passé à côté d'une super boîte au Nigeria où Laquelle on avait l'opportunité d'investir, Paystack, qui Ok. s'est fait racheter à 200 millions par Stripe. Ah ouais. Et là, c'était parce qu'on attendait encore la réponse d'office d'échange pour pouvoir... voilà. Donc, à partir de là, on a dit, bon, maintenant, c'est fini. On va aller là où il faut. Et donc voilà. Mais entre-temps, on a quand même investi. On a warehouse et des deals avec... Ça veut dire quoi, warehouse déjà? C'est-à-dire qu'on a investi, pas à travers le fonds, mais en fait, on a demandé à nos investisseurs d'investir en direct dans des boîtes et ensuite on a ensuite ramené leur participation dans le fonds. Dans le fond. Et donc, ils ont été Intéressant. super. Donc, on a été Ils ont été vraiment- OK de le Ben, redéplacer. C'est une question de et confiance. Vraiment, ouais. je les remercie encore une fois parce que... Et en parallèle de créer le fonds, tu continues à chercher des LPs et des investisseurs. Oui. Donc là, on lève, bien sûr, on lève en même temps, en parallèle. Donc les gens attendent Et là, c'est des business pour angels investir. marocains surtout. Donc, Alors, il y a 100 startups, c'est le Michael Sibel, donc ils sont On quand a même des deux. investisseurs marocains de la diaspora, par exemple Hicham Boudriri aux États-Unis, etc. Ouais. Donc des entrepreneurs tech successful. On a d'autres entrepreneurs marocains qui ont bien réussi et qui ont envie d'investir dans la tech et de participer à l'émergence. Voilà. Et puis, donc pas mal de diaspora, Europe aussi, Middle East, etc. Donc Ok. on lève un petit fonds, c'est comme ça qu'on démarre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est entre 2017 et 2019. Le 2019, c'est la date, c'est le vintage du fonds, enfin la date de démarrage officiel du fonds, 2019. Mais dans ces années-là, nous, à la base, on se disait on va faire un fonds africain, mais on va commencer par le Maroc, le temps de structurer un peu, et ensuite on ira en Afrique. La thèse du premier fonds, ça allait peut-être être le Maroc, en gros, au début. En fait, non, dès le départ, honnêtement, on pensait Maroc. On pensait Afrique. Mais tu pensais juste que les premiers deals, naturellement, seraient marocains. Exactement. Ok. Parce qu'on se disait, on partait d'un constat clair que si on veut construire un vrai fonds VC, il faut de la profondeur de marché. À cette époque-là, il n'y avait pas encore assez de deal flow. D'ailleurs, je pense que c'est toujours... En général, on ne construit pas de fonds VC monopays, à moins que ce soit pour d'autres raisons, plus de développement. Mais pour avoir un vrai VC, que ce soit un vrai asset class, il faut pouvoir aller taper dans les meilleures opportunités, les meilleurs entrepreneurs, là où ils sont. Et nous, dès le départ, on s'est dit c'est l'Afrique. Et en fait, en démarrant, on a commencé à recevoir ces dossiers-là et à voir ces opportunités. Et là, on s'est dit, il faut absolument qu'on aille dans ces écosystèmes, rencontrer les entrepreneurs, comprendre et apprendre sur le marché pour pouvoir investir. Et donc, c'est comme ça qu'on commence notre tournée africaine en 2017. Donc, on a fait 2017-2018. On a fait le tour de l'Afrique. On partait déjà en Égypte pas mal de fois. Mais là, on est parti avec vraiment la casquette investisseur. On est parti au Nigeria, on est parti au Kenya, en Afrique du Sud, au Rwanda, au Sénégal et en Tunisie. Et donc là, c'était extraordinaire. Et pour moi, c'est la première fois où je mettais les pieds dans tous ces pays. Oui, voilà. À part l'Égypte, j'étais allée nulle part ailleurs en Afrique. Et surtout, le Nigeria, c'était assez... Et quelle incroyable. impression ça t'a fait? Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Et Tu vois, Nigeria, moi, je suis jamais allé. Enfin, tous ces pays, la plupart, je suis jamais allé. C'était assez impressionnant, en fait, en termes de développement de leur écosystème tech. Ils étaient en pleine... À ce moment-là, en 2019, il y avait une vraie... C'était en explosion. C'était en explosion. Que ce soit en Égypte, que ce soit au Nigeria. On a été bluffés par la qualité des entrepreneurs qu'on a rencontrés, vraiment. Et en fait, c'est des vrais hustlers. Ils se battent vraiment parce que c'est des écosystèmes difficiles, c'est des marchés, des environnements difficiles. Donc vraiment, tu sens cette résilience et cette volonté, en fait, vraiment de résoudre des problématiques, de créer des boîtes. Et c'était assez impressionnant. Donc c'est comme ça qu'on a pu construire notre pipeline de deal flow. De sourcer des opportunités d'investissement. Et là, le premier fonds, c'est quel montant à peu près que vous levez en termes de taille? C'est un tout petit montant, quelques millions de dollars, où on faisait des tickets de 50 à 100 000 dollars. Et dans quelques boîtes, on a remis dans le pot. Mais okay. Donc le but, c'était du pré-seed, seed. Alors, justement, on a fait du pré-seed à la pré-série A, plutôt seed pré-série A, parce qu'on se disait, on préfère être un petit
dans une boîte qui Dans une explose belle boîte. plutôt qu'avoir beaucoup d'ownership dans une boîte qui va nulle part. Ouais, je comprends. Donc on s'est dit, on investit dans des tours de table de 1,5 à 2 millions de dollars. D'accord. Ça, c'est taille moyenne en seed, qui peut aller jusqu'à 3 millions de dollars en pré-série A. Mais parce que notre taille de fonds faisait sens, les economics fonctionnent. Bien sûr, pour un fonds beaucoup plus gros, tu peux pas mettre le ticket de 100 000. Comme tu mettais un ticket qui n'était pas trop gros, tu pouvais quand même être exposé sur plein de boîtes Voilà, et donc avoir un exactement. portefeuille Donc, qui fait sens. Donc Ok. en fait, au final, on a investi dans 17 sociétés, dans 17 boîtes, Sur ce fonds. sur ce fonds-là, sur 4 marchés clés. Donc on a fait Maroc, Égypte, Nigeria, Kenya, et un peu dans la diaspora africaine en Europe. Et d'ailleurs, dans une des boîtes, c'est un Marocain basé à Paris qui a été racheté par un gros groupe européen. C'est GLS qui a racheté Tous Factors, qui est une boîte dans le Last Mile Logistics, montée par Youssef Tiaj-Moeti et son associé Benjamin. Donc, belle success story qui a été assez rapide. Et puis, on a de très belles boîtes, des boîtes qui ont vraiment super performé, qui ont eu des croissances exponentielles, dont aujourd'hui des boîtes qui sont maintenant profitables et qui sont avec de très belles métriques et de très belles trajectoires de croissance. C'est quoi les 2-3 boîtes de ce portefeuille-là dont tu es super contente, qui ont eu des bons résultats? Oui, alors il y a eu des hauts et des bas. Hein. Donc, Ouais. il y a eu des boîtes qui ont explosé et qui ensuite, et je vais en parler, les 2-3 dernières années dans le VC ont été très difficiles. Ouais. Globalement, Depuis 2022. mondialement, depuis 2022, Ouais. avec tous les changements macro, la guerre, etc., qui a eu énormément d'impact sur le stock market Ouais. américain et donc sur le VC globalement et sur l'Afrique. Mais pour répondre à ta question, donc en fait, on a investi dans 3 grands types de business models. On a fait du B2B SaaS, B2B software, du B2B marketplaces, et du B2B transactional fintech, transaction paiement. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, 3 gros secteurs. Déjà 100% B2B? Alors, 100% B2B. On a fait exceptionnellement du B2C et du B2B2C dans une boîte au Nigeria qui fait c'est une e-trading app pour permettre aux Nigérians d'investir au début, ils ont commencé par cette thèse, d'investir dans le stock exchange américain seamlessly, connecté avec leur compte nigérian en Naira, avec un change qui se fait automatiquement et avec donc une possibilité d'acheter des actions en temps réel. Et ça, c'était incroyable. Intéressant. Cette boîte s'appelle Bamboo Invest et aujourd'hui, ils ont une super performance, sachant qu'au Nigeria, il y a une grosse dévaluation de leur monnaie. Et donc, ils ont quand même eu leur revenu a été divisé par je ne sais pas combien à un certain moment. Mais aujourd'hui, les métriques de croissance sont juste impressionnantes. Et donc, ensuite, ils ont ajouté d'autres produits financiers. Donc, ils ont ajouté l'investissement dans le stock exchange nigérian. Ensuite, des produits de savings et autres. Et donc, aujourd'hui, ils sont au Kenya, ils sont en Afrique du Sud, etc. Et donc, ils sont en train de construire le Robin Hood africain. Bon, avec un business model un peu différent. C'est pas gratuit comme Robinhood, mais il donne accès, démocratise l'accès à l'investissement pour les retail en Afrique, investors. pour le retail investors. Donc il y a retail et ça, là ils font aussi le B2B2C, donc les asset Ça c'est une belle boîte. Très belle boîte. Et donc le reste c'est B2B. Ça, c'était une thèse? Tu voulais vraiment investir en B2B ou c'est plus par des rencontres et par juste les deals sympas que vous avez eus qui ont fait que vous allez en B2B? C'est une thèse. Nous, on pense vraiment que, en tout cas en Afrique, l'opportunité de marché est plus dans le B2B parce qu'en fait, le B2C, le problématique, c'est que tu as une population qui n'a pas l'accès à Internet. Et tu sais, il n'y a que 50% de la population en Afrique qui a accès à Internet. Donc, ça veut dire qu'il y a une énorme opportunité de croissance encore en Afrique. Donc, ça fait partie aussi des drivers qui font que l'Afrique est un marché intéressant. Mais le problème, c'est que ta population, ton mass market, est pas forcément éduquée. Ou quand ils ont accès à Internet, ils ne vont pas encore acheter sur Internet. Et que le pouvoir d'achat n'est pas forcément là. Donc, c'est des paniers moyens très, très bas. Et en fait, ce qui est hyper important dans le B2C, c'est 2 briques, infrastructure, payment and logistics. Le problème en Afrique, c'est que le payment, en tout cas à ce moment-là, aujourd'hui, ça s'améliore, mais le digital payment n'était pas encore là. Donc, il y a encore beaucoup de friction. Et la logistique, c'est très fragmenté. Aujourd'hui, c'est un des challenges. C'est pour ça que tous les sites de e-commerce, Jumia a intégré la logistique chez eux au départ pour pouvoir s'assurer de la qualité du service. Ça, c'est très important. Et donc, on s'est dit, les opportunités, c'est d'abord d'investir dans les briques infrastructures qui vont permettre l'émergence du B2C quand la future génération, qui est plutôt digital native, va être celle qui va acheter en ligne.
C'est pour ça que vous étiez sur de la fintech, mais plutôt B2B, de la logistique, du coup B2B, qui permet de créer de Exactement. l'infrastructure pour tous ces players-là. Exactement. Ok, parce que si on prend un marché comme le Maroc, généralement, le discours majoritaire, c'est que le B2B, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas un grand nombre d'entreprises qui ont une certaine taille, donc c'est difficile de bosser avec elles. Et donc, les opportunités qui sont sur des marchés assez profonds, c'est plutôt du B2C. Mais quand est-ce que c'est vrai ça ou pas forcément? Et peut-être d'un point de vue Afrique, c'est différent. Oui, exactement. Alors du coup, ce qui est important de faire la différence, c'est le B2B Enterprise et le B2B SMEs. Et en fait, la majorité de ton marché, la plus grosse part de ton marché, c'est du SMEs. Ouais, Enterprise, donc c'est les grandes entreprises. Enterprise, c'est les grandes. Ça, effectivement, c'est un petit marché. C'est compliqué, c'est un petit marché. C'est plutôt concentré, c'est quand même un petit nombre de boîtes. Exactement. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est... Alors justement, ça c'est très important. Notre stratégie d'investissement, notre thèse d'investissement, c'est d'investir dans des entreprises qui ont un potentiel régional ou global. Donc, c'est vraiment jamais le faire de manière sur un monopays ou pour une problématique locale. Donc, c'est pour ça que les exemples de boîtes, donc je vais en donner, c'est important, je pense, pour comprendre un peu plus dans quoi on investit. Par exemple, je pense à Paytic, qui est une boîte dans la fintech, qui a été montée par un entrepreneur marocain qui était basé au Canada au départ. Et qui a son back-office au Maroc, donc avec une équipe au Maroc, mais qui sert des clients sur le marché global. Donc en fait, c'est une vraie problématique globale qu'ils résolvent. Et c'est en fait dans le back-office du paiement. Je vais peut-être expliquer ce qu'ils font exactement parce que c'est intéressant. Donc en fait, c'est dans les problématiques de réconciliation, de chargebacks et de fraud management des transactions de paiement en ligne. Donc en ligne, enfin par carte bancaire ou digitale, même wallet, etc. Et donc en fait, quand j'ai réalisé ça pendant la Didi, j'étais vraiment... c'était mind-blowing. Mais quand tu payes... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de l'innovation, de la digitalisation des services financiers dans le front office, donc tout ce qui est paiement digital, par carte, etc. Mais le back-office de ces paiements digitaux est encore fait de manière très traditionnelle chez les banques. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, en fait, quand tu payes avec ta carte bancaire, ce qu'il faut savoir, c'est que ta banque, ton payment issuer, doit réconcilier toutes les transactions de paiement qu'il reçoit, donc qu'il a dans la journée, entre ce qu'il a dans son core system avec ce que Visa et Mastercard lui envoient toutes les 4 heures en fichier texte. Donc, ils reçoivent encore des fichiers texte. Ils doivent extraire ces données-là et les mettre sur Excel pour pouvoir réconcilier tout ça. Donc, ça se fait comment? Ça se fait à la main? À la main. Aujourd'hui, alors qu'il y a des milliers Exactement, chaque jour. Pour pouvoir faire ça, c'est la réconciliation des transactions de paiement, pour pouvoir faire le settlement. Donc, ça veut dire payer les frais de Visa et Mastercard le lendemain à Visa et Mastercard. Sinon, tu as des fines. Sinon, Visa et Mastercard te fait payer. Et qui fait ça? Alors justement, les banques, elles outsourcent ça chez leurs processeurs, soit elles ont des entités elles-mêmes au sein de la banque, des filiales, qui font la monétique. Ça, c'est la monétique. D'accord. Et en fait, il y a des équipes. Donc, c'est vraiment des équipes, des gens qui font ça tous les jours. Et Imed, le fondateur de Paytic, c'est un industry expert. Il a travaillé pendant 10 ans dans ça. Il était Head of Operations pour un gros processeur au Canada qui faisait ça globalement et qui a vu cette même problématique chez Barclays à Londres, chez une autre banque en Asie, etc. Et il s'est dit, c'est pas possible. Et donc, quand il traitait ces problématiques-là pour les clients des banques de ce processeur, il s'est dit, mais il faut trouver un moyen pour automatiser ça et le faire de manière plus efficace et avec moins d'erreurs. Parce que c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'il a vu l'opportunité et qu'il est sorti pour créer Paytic, qui résout cette problématique de réconciliation. Chargeback, c'est quand tu vas être remboursé sur ta carte. Et donc, c'est pareil, c'est un agent à la banque qui doit prendre le code de cette transaction-là, aller sur le Jira de Visa et Mastercard, donc le back-office, et pouvoir rentrer le bon code. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font à la main, quasiment. Ouais. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'innovations qui se font sur le front. C'est intéressant parce que c'est les vraies opportunités qu'on voit pas. Nous, on voit souvent plutôt les produits consommateurs, etc. Mais derrière, il y a beaucoup d'opportunités qui se voient un peu moins, mais qui sont intéressantes. Mais pour ça, il faut être dans l'industrie. Donc, c'est bien de travailler dans des secteurs d'activité pour voir les problématiques et les résoudre. Et justement, donc, pour Paytic, c'est une opportunité globale. Et aujourd'hui, ils ont réussi à avoir des clients au Canada, en Amérique du Nord, aux États-Unis aussi, en Angleterre, au Maroc, ils ont presque toutes les banques, et en Afrique, d'autres clients en Afrique, et dans le GCC.
Et donc aujourd'hui, ben, en fait, ça, c'est une tendance aussi qu'on voit dans notre portefeuille. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de fondateurs qui se relocalisent dans le GCC parce qu'il y a une profondeur de marché. Donc, ils viennent s'installer à Abu Dhabi, par exemple, pour ça. Souvent, quand on parle du DCC, on parle de... Il y a beaucoup de fonds, c'est-à-dire qu'on peut trouver des investisseurs en Arabie Saoudite, aux Émirats, etc. C'est pas que ça. Ce que tu dis, c'est que c'est aussi un endroit qui est stratégique pour viser le Exactement. marché local. Ah oui. Ça peut être un marché vraiment stratégique. Et... Justement, parce que par rapport à ce qu'on disait, par rapport au pouvoir d'achat, profondeur de marché, etc., ce qui est intéressant, c'est des petits pays. Tu sais, en termes de population en Arabie Saoudite, c'est la même chose qu'au Maroc. Sauf que 40 ils ont millions. un pouvoir d'achat, voilà, 44, etc. Ils ont un pouvoir d'achat trois fois supérieur ou plus. Ok. Donc en fait, on est sur des économies, des scales très différents par d'autres choses. Et en fait, le contrat, le average... Ça, c'est en consumer, mais ils ont aussi une profondeur SMEs et enterprise. Oui, et en fait, les contrats là-bas, avec surtout avec le gouvernement, c'est en plusieurs millions de dollars. Et donc, en fait, ton ACV, ton average contract value, est beaucoup plus importante là-bas qu'ailleurs, qu'en Afrique. Et donc, en fait, le même effort qu'un entrepreneur va faire ici ou ailleurs en Afrique, là-bas, le résultat il va être quadruplé. D'accord. Donc, en fait, c'est ça la vraie différence. Donc, une fois qu'ils ont leur product market fit, ils ont des belles références dans leurs marchés locaux, je parle de manière générale, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ensuite, quand ça fait sens, quand pour donc, ils commencent dans un pays, en Afrique, et souvent, ils se relocalisent là-bas. Mais alors, ça veut dire qu'ils partent physiquement. Cette tendance, je le vois plus en Afrique du Nord pour l'instant. Donc, c'est plus Maroc, beaucoup Égypte. Tunisie, non ? Et un peu Tunisie. Donc, mais pour dire qu'en ce moment, il y a une vraie dynamique dans le GCC qui devient un peu un épicentre, avec bien sûr Dubaï, Abu Dhabi, mais surtout Riyad. Surtout Riyad. Riyad, en ce moment, c'est incroyable en termes d'innovation, bien sûr de capitaux. Il y a beaucoup de startups qui se lancent là-bas, de fonds. Énormément. Et ils attirent des fonds internationaux du monde entier. Et ils arrivent à attirer des talents, c'est-à-dire des fondateurs qui lancent une boîte là-bas alors qu'ils sont... Alors, c'est ça le truc, ils n'ont pas besoin d'être en Arabie Saoudite pour lancer. En général, ils sont à Dubaï. Et ils lancent une boîte à Dubaï et ils ciblent toute la région. Mais en fait, Riyad, ça a 1 heure de vol. Et quand tu cibles la région, tu cibles... Donc les Émirats, c'est une petite population. C'est un petit marché. C'est pas profond. C'est pas là où tu trouves ton marché. Tu cibles l'Arabie Saoudite et d'autres pays aussi. Oui, tu peux. Donc Bahreïn, Qatar, etc., qui sont des petits pays, mais qui ont une profondeur de marché dans le sens où il y a des gros contrats. Et tu peux avoir plusieurs gros contrats. En tout cas, quand tu prends au niveau régional, ça peut être intéressant. Encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. C'est une région où il y a de la mais profondeur. qui peut être une région stratégique. Et ensuite, tu peux continuer à expandre. Et tu es assez proche de l'Asie en général. Lorsque tu es là-bas, est-ce qu'ils font aussi des plays en Asie ? Ou non, c'est plutôt GCC et ils font Europe et États-Unis ? Je pense que c'est plutôt culturel. Tu vois, je pense que les Nord-Africains vont aller plus dans le GCC parce que c'est plus proche culturellement. L'arabe, etc. Les Marocains sont très bien welcomed, accueillis, etc. Mais ils ne vont pas forcément voir l'Asie, ils vont peut-être voir l'Europe, ailleurs. Il y en a beaucoup qui regardent les États-Unis parce que ça reste quand même le gros marché. Ensuite, tu vois, les Indiens, forcément, ils vont être plus orientés vers l'Asie, forcément. Donc, c'est une question de culture, de réseau, de compréhension de ces marchés. Ouais, c'est intéressant. Et tu vois des Nord-Africains ou d'Afrique subsaharienne qui se relocalisent en Europe ou aux États-Unis ? Ou tu vois plutôt GCC en ce moment ? Pour l'instant, on voit GCC et ensuite, pour le scale, c'est US. US, ok. Tu parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé donc depuis 2022 avec une crise quand même du VC. Donc, tu as commencé à en parler un petit peu, mais c'est intéressant ce que tu disais, c'est que il y a eu des disruptions sur le marché, il y avait plus de difficultés sur la bourse, ce qui fait que les investisseurs prenaient moins de risques et donc il y avait moins d'argent pour le VC. C'est ça le... C'est ça. En gros, ces dernières années, il y a un vrai shift dans le VC. Ça s'appelle le VC Winter, VC Slowdown. Ok. Ça a commencé en 2022. 2022. C'est la guerre de l'Ukraine à peu près ? Tout ça, ça a engendré tous ces changements macro qui ont fait qu'il y a eu une hausse des taux d'intérêt bancaires. Et donc, ce qui fait que les investisseurs, donc les capitaux, s'orientent vers des assets classes beaucoup moins risqués. Donc, comme le private credit, tout ce qui est crédit, etc., avec des taux d'intérêt élevés. Quand tu as un taux directeur qui est élevé, tu peux prêter à des taux d'intérêt plus importants. Donc, en tant qu'investisseur, au lieu de placer ton argent dans des assets beaucoup plus risqués, tu vas là où tu as un taux quasiment garanti avec très peu d'efforts et très peu de risques. Donc, le capital s'est réorienté vers le private credit ou vers le credit de manière générale.
Et donc, beaucoup moins de capital disponible pour le VC en termes d'asset class. Aussi, vu que le stock market américain s'est effondré, donc ça a un ripple effect sur tout l'environnement macroéconomique et en Afrique, évidemment, parce que la perception des valorisations à la sortie est moindre, donc les gens ne veulent plus prendre autant de risques et ne sont plus prêts à payer des valorisations élevées. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Ok. Ce qui fait qu'ensuite, et en même temps, il y a moins d'exit, parce qu'il y a moins de capital, il y a moins d'argent, il y a moins de liquidité, donc il y a moins de rachats, il y a moins Donc les d'exit. acteurs qui auraient pu acheter, ils sont aussi en difficulté et donc Oui, et le ils stock, de vont toute pas façon, acheter. la bourse, en termes de listing, les prix ne sont pas... Donc ça tu va peux pas rentrer en être- bourse. Voilà. Les acteurs qui veulent te racheter, s'ils sont pas cotés, ils ont peut-être des difficultés. S'ils sont cotés, peut-être que leur cours de bourse va moins bien et donc ils sont dans une situation où c'est plus difficile de racheter. Donc t'as Et vraiment les investisseurs n'ont plus envie de racheter à des prix élevés. les gens prennent moins de risques. Voilà, ils vont plus acheter à des prix élevés, donc les fondateurs ne veulent pas vendre, les VC ne veulent pas vendre à ces prix-là. Donc, donc du coup, il y a eu un vrai... Donc comme il y a moins de liquidité, il y a moins de retour sur investissement, il y a moins de performance de fonds réels. Et donc, du coup, les investisseurs ne veulent plus remettre dans les fonds. Donc, c'est un cercle vicieux. Et ça, c'est globalement. Donc, l'Afrique, évidemment, a été aussi impactée par ça. Parce que dans le marché émergent, quand on ferme les robinets du capital, l'argent se reconcentre vers les marchés plus développés, moins risqués. Et donc, il y en a moins dans ceux où il y a un risque en plus, on va dire ça. En gros, tu as l'actif le plus risqué, c'est le VC. Et dans l'actif le plus risqué, tu as une partie qui est plus risquée, c'est les marchés émergents. Ou en même temps, c'est une opportunité parce que c'est plus c'est Blue Ocean par rapport à des écosystèmes ou des marchés qui sont saturés. Donc tout ça fait qu'au niveau du VC mondial, il y a eu un vrai slowdown, ralentissement. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans des moments comme ça, c'est important, je pense, de réfléchir au modèle et de se redire, mais en fait, qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qu'on essaie de construire, vers quoi on va. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut être agile, même en tant qu'investisseur, même en tant que VC. Il faut se remettre en question constamment et remettre en question sa stratégie et sa thèse. Et pour l'adapter au marché. On ne peut pas continuer avec la même stratégie, la même thèse sur plusieurs cycles. En fait, c'est vraiment des cycles. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est en train d'exploser, évidemment, c'est l'IA. Donc là, le VC est en train de redorer son blason avec l'IA. Comme tu le sais, il y a énormément, aujourd'hui, c'est ce qui drive en fait et les valorisations ont explosé. Les valorisations explosent, encore une fois. Donc il y a cette opportunité-là, il y a cette tendance. Mais attention, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc il faut se dire que si on veut investir en IA, il y a des vraies disruptions et c'est tout ce qui est automatisation des process. Parce qu'avant, on était à la digitalisation. Maintenant, on automatise. Et donc, tout ce qui est IA for health, IA for whatever, tout ça, c'est hyper intéressant. Il y aura des vrais breakthroughs dans ce qu'on va voir. Maintenant, pour revenir au modèle du VC, je pense que c'est important d'aller là où on peut avoir les opportunités et des exits qui font que le VC reste un asset class attractif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on suit un peu le marché. Et on voit qu'il y a de plus en plus de fondateurs marocains marocains et Afrique du Nord, qui s'installent dans le GCC, comme je disais, parce qu'il y a une vraie profondeur. Et il y a un marché, mais il y a aussi du capital et il y a la réglementation qui fait que ça permet en fait d'aller plus vite et d'avoir les bons... Donc ce qui s'est passé, c'est que tu as eu moins d'exits, moins de fonds dans les marchés émergents, ce qui fait la difficulté. Et c'est aussi pour les entrepreneurs, en fait. Parce qu'ils n'ont pas pu peut-être relever des fonds, ils étaient aussi dans une situation compliquée, ça les a poussés à aller sur d'autres géographies. Et du coup, en tant qu'investisseur, tu es obligé d'inclure ces géographies. Alors, les entrepreneurs qui n'ont pas réussi à lever de fonds ne vont pas forcément dans ces géographies. Parce que quand tu es en difficulté, tu ne peux pas être en expansion. Okay. Tu es en train d'essayer de sauver ta boîte. Par contre, les entrepreneurs qui cherchent à construire des business solides avec des fondamentaux et sur des marchés profonds vont en dehors de ces marchés-là. Ça peut être de l'Afrique, tu vois. Ça peut être régional. Il y a de la profondeur aussi en Afrique, sur des segments particuliers. Je peux citer de très beaux exemples et aussi de belles exits. Par exemple, Moneypoint,
qui est une boîte dans la fintech, qui est une boîte nigérienne, qui en fait, c'est une micro-banque pour les SMEs et pour les marchands, pour les petits marchands. D'accord. Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé et ils ont commencé à déployer en fait leur POS, leur solution d'acceptation des paiements digitaux, que ce soit carte, wallet ou autre. Ils ont commencé à le déployer à travers des agents, un réseau d'agents. Et ensuite à faire du cash-in, cash-out, de paiement de invoice, etc. Et à créer un wallet de gestion pour les SMEs et pour leur permettre avoir accès au crédit, aux savings et d'accepter leurs paiements, de faire de l'analytics. Et donc, en fait, ensuite, ils ont lancé une partie B2C pour les personnes physiques. Mais ce qui est incroyable, ce qui est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, cette boîte-là, elle a 6 millions de marchands sur sa plateforme et 4 millions d'utilisateurs. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Elle fait à peu près 400-500 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc, il y a des success stories et il y a des exemples de boîtes qui peuvent aborder des problématiques de marché à une vraie profondeur et résoudre des vrais problèmes. Et cette boîte-là, aujourd'hui, est valorisée à $1 milliard. Ok. C'est une boîte africaine. Et ces dernières années, qu'est-ce que ça change, vous, dans votre stratégie? Tu vois, en tant que fonds, ça veut dire que vous continuez à investir en Afrique, mais que vous êtes obligé de voir d'autres géographies, d'investir aussi en GCC, aux US, dans la diaspora. Oui, qu'est-ce qui change? Exactement. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir diversifier assez pour pouvoir justement construire le meilleur portefeuille pour le VC, avoir un fonds qui peut avoir ses outsized returns. Et donc, pour nous, les meilleures opportunités qu'on a vues, bien sûr, on va rester fidèle à ce qu'on fait aujourd'hui au Maroc, d'une certaine mesure à l'Afrique du Nord en tout cas. Et je pense qu'il y a des choses à construire, il y a des bridges à construire entre l'Afrique du Nord et le GCC. Que ce soit pour aider les entrepreneurs à scale là-bas, et donc vraiment à construire des boîtes qui peuvent ensuite avoir un accès, à construire des vraies entreprises et avoir un path to liquidity. Et d'un autre côté, aussi regarder les opportunités des Africains du Nord dans la diaspora. Ça, on l'a toujours fait. Mais là, je pense encore plus en Europe, dans le GCC. Et pourquoi pas regarder le GCC aussi, parce qu'il y a il y a des vrais liens qui sont en train de se faire. Et je pense que c'est le marché le plus proche, au lieu d'aller en Europe, c'est le marché le plus proche culturellement qui a cette profondeur-là et qui a les capitaux. Quand on se positionne d'un point de vue Afrique du Nord, je pense qu'on n'est pas forcément... Je pense qu'étant donné qu'il y a quand même beaucoup de francophones en Tunisie, au Maroc, bon, l'Égypte c'est différent. L'Égypte, ils sont quand même plus proches que nous du Moyen-Orient. Ça n'a rien à voir. Ils sont complètement intégrés. Mais nous, on pourrait être aussi proche de l'Europe que du GCC. Mais pourquoi le GCC est plus intéressant? C'est parce que c'est pas forcément plus profond, mais il y a plus d'opportunités, il y a moins de compétition. C'est ça, parce que c'est encore un marché assez vierge, et où il y a moins mature. De digitalisation à faire, mais qui est plus mature, où il y a plus de tech savviness, où il y a plus de compétitivité. Et donc, où les entreprises veulent vraiment s'équiper des solutions de digitaliser, d'améliorer leur process, etc., pour pouvoir être compétitives. Et il y a l'écosystème et les capitaux nécessaires pour encourager tout ça. Donc, c'est, encore une fois, c'est un écosystème mais en fait, encore une fois, c'est une question de profondeur de marché. Okay. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Le monde du VC, il est aussi en train de changer beaucoup. Parce qu'on a parlé beaucoup des marchés émergents, des difficultés en Afrique, etc. Et du fait que ça se réorganise un petit peu. Mais même les VC globaux, les VC aux US et dans les pays très développés en VC, ils se posent aussi des questions sur le modèle VC. Qu'est-ce qui fait que le modèle VC il change potentiellement? Est-ce que c'est l'IA, c'est la technologie? Qu'est-ce qui change? Oui, c'est une bonne question. Et en fait, le modèle VC est basé sur un modèle où c'est les outsized returns. Donc, c'est les exits, c'est le fait de vendre des sociétés avec des prix, comment dire, très important, fois 100, fois 50 voilà, par rapport à qui font que ton équation économique fonctionne. Et en fait, dans le modèle du VC, un tiers des boîtes, tu modélises ton modèle comme ça, c'est qu'un tiers meurt, un tiers, on appelle ça des zombies, donc qui te rendent, peut-être qu'ils peuvent être à peine à l'équilibre et tu peux récupérer ton argent.
Et le troisième tiers, c'est le tiers qui est vraiment réussi, avec des niveaux de réussite différents, mais c'est la catégorie outlier, donc ceux qui vraiment sortent de l'ordinaire, donc les gens boîtes exceptionnelles, qui te ramènent en fait ton retour sur investissement et de tout le fonds. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir ces exits-là qui peuvent en fait faire que tout le modèle économique fonctionne. Le challenge, c'est que ces dernières années, on ne les voit plus, on les voit moins. Ça, on les a moins vus. Alors, il y en a eu, même en Afrique, par exemple, Instadeep a été racheté à 700 millions. Mais y compris aux US, y compris dans les... Moins, donc il y a eu juste moins d'activités, mais les US restent quand même un marché qui fonctionne, efficient dans ce domaine-là. Maintenant, la vraie question, c'est quand on construit un modèle VC, il faut pouvoir mettre en place, construire ton équation économique pour qu'elle fasse sens. Et donc, pour pouvoir être réaliste et avoir les exits qu'il te faut pour retourner le fonds. On ne parle pas d'exit forcément. En Afrique, non, on ne construit pas notre modèle sur des choses complètement décorrélées en se disant on attend des billion-dollar companies pour pouvoir rentabiliser notre fonds. Non, au contraire, on veut être pragmatique et on le construit de manière à ce qu'on puisse se baser sur la réalité, sur les faits et dire voilà, qu'est-ce qu'on voit dans notre portefeuille du fonds, qu'est-ce qu'on voit dans l'écosystème, quels sont les niveaux de sortie possibles, faisons rétro-planning et on investit les types de modèles et les valos à laquelle on devrait investir pour pouvoir générer ce type de retour. Tu vois, tu as aussi certains fonds de VC qui commencent à avoir un rôle entre le VC et le private equity. Étant donné que tu as moins d'exits très impressionnants, tu as des VC qui, de plus en plus en Afrique, j'ai l'impression, sont proches du private equity, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont investir. À qui tu penses? Non, je n'ai pas d'exemple en particulier, mais... Tu vois, par exemple, j'ai l'exemple d'un fonds d'un fonds de VC qui a investi, par exemple, dans une boîte qui était disruptée par la technologie, aux côtés d'un acteur tech. Et donc déjà, c'est un modèle différent. C'est-à-dire qu'ils ont acheté une boîte plus traditionnelle, mais disruptée par la technologie, et ils sont rentrés avec un acteur tech qui pouvait... disons, transformer et digitaliser cette boîte. Donc ça, c'est un modèle déjà un petit peu différent. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les marchés émergents, tu as des fonds de VC qui adoptent un petit peu des modèles différents. Oui, je pense qu'à un moment, il faut être innovant. Et il y en a qui me disaient peut-être que le VC en Afrique, c'est plutôt des SME funds qu'il nous faut et pas forcément du VC. Parce que c'est plus... si on n'a pas ces exits incroyables, il faut aller chercher des boîtes qui sont profitables et qui permettent de générer des dividendes. Peut-être qu'il y a un modèle hybride à trouver. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant de revisiter. Il faut être honnête. Je pense que ça... En tout cas... Il faut être honnête avec sa stratégie. Avec soi-même. Ouais. Il faut être honnête avec sa stratégie. Et en tout cas, pour nous, c'est très important parce qu'on peut pas... Si on ne croit pas en quelque chose, on ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on se remet en question et à chaque fois, on apprend et on ajuste. Et ça, c'est très important. Et donc, soit tu peux ajuster en te disant je construis un modèle hybride, mais il faut avoir le courage de le faire. C'est possible. C'est très possible d'avoir un modèle hybride où tu prends... C'est de l'investissement en equity, mais peut-être avec une downside production, en mode que c'est comme une dette qui se convertit en equity, avec un taux d'intérêt. Enfin bref, ça peut être un peu complexe comme ça. Ou ensuite, tu peux investir dans des boîtes tech, mais en private credit. De toute façon, le safe et la dette convertible, c'est ça. Mais ce n'est pas structuré forcément pour couvrir l'investisseur. C'est plus favorable à... Okay. Mais en fait, tu pourrais générer du revenu de plusieurs sources de revenus. C'est ce que j'essaie de dire. En fait, en gros, comme du private credit, mais qui ensuite, tu peux le transformer en equity. Ouais. Mais c'est mais un peu différemment de ce qui se fait aujourd'hui avec le safe et la dette convertible, sans rentrer dans le détail. Mais en fait, tu peux générer du revenu là. Ensuite tu peux être investisseur en equity et ensuite prendre des dividendes. Aujourd'hui, on ne prend pas de dividendes en VC parce que l'objectif, c'est de réinjecter ces dividendes-là pour permettre à la boîte de grossir. Parce que c'est des modèles d'hypercroissance qui sont basés sur cette philosophie d'hypercroissance avant la profitabilité. Aujourd'hui, les choses changent. Effectivement, le plus important, je pense, c'est d'être clair sur sa stratégie parce que le risque, c'est d'investir sur une thèse vraiment VC et d'hypercroissance et de ne pas avoir les exits qui permettent de justifier. Et au fur et à mesure, peut-être de mettre plus de pression aux fondateurs en disant prends moins de risques, peut-être qu'on peut faire un exit un petit peu plus petit. C'est-à-dire que le fait de ne pas être clair, ça peut modifier les incentives
sur la route Clairement. et peut-être que tu vas avoir dans les deux sens. Tu peux avoir un fondateur qui se lance sur une stratégie d'hypercroissance et qui finalement veut peut-être prendre moins de risques parce qu'il se dit en fait c'est compliqué, C'est j'arriverai ça. pas à faire un exit, C'est ça. mais ne pas être aligné avec le fond. Et tu peux avoir le contraire, tu peux avoir le fond qui veut prendre moins de risques et qui... Ouais. En fait, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est plutôt que les entrepreneurs avaient levé beaucoup d'argent pour financer des modèles d'hypercroissance qui n'étaient pas rentables et où la rentabilité arrivait avec le volume et avec des marges fines. Ça c'est plus les modèles B2B marketplace plutôt que B2B software. Et donc, quand... Comme Maxeb, etc. Voilà. C'est ça, ou au Maroc, chez Ali par exemple, ce genre de boîte. Exactement. Et donc, il y a eu beaucoup de levées de fonds pour pouvoir financer cette croissance, pour atteindre le niveau, le volume et le scale nécessaire pour être profitable. Sauf que quand les marchés ont dry, donc il y a eu moins de liquidité, eh ben, ils ont pu trouver le fuel pour pouvoir... les règles ont changé en route, quoi. En gros, voilà. Donc, après, il faut dire, ah non, maintenant, il faut travailler sur vos faut de la rentabilité pour être profitable. Parce qu'il faut que vous soyez à l'équilibre pour pouvoir continuer à croître. Donc ça a changé, en fait, le game du VC. À ce moment-là, que ça va pas revenir. C'est très possible qu'on reparte. De toute façon, c'est des cycles. Hein. Donc, on va repartir sur un cycle d'accélération du VC avec beaucoup de capital. Et là, la tendance est plus dans l'AI, comme je disais, clairement. Donc, c'est vraiment des cycles, mais ce qu'il faut... Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on préfère le B2B software, parce que c'est des marges, c'est du recurring, c'est des marges beaucoup plus importantes, c'est 70% de marge brute. Tu as une vraie stickiness, les voilà, clients restent. C'est scalable, tu n'as pas beaucoup d'opérations. Donc, en fait, tu vends ton produit et puis, en fait, tu fais de la croissance, tu peux aller sur d'autres marchés beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est des modèles. Aujourd'hui, nos meilleures startups dans le portefeuille, c'est du B2B software qui sont sur plusieurs pays ou qui sont régionaux ou globaux, qui sont déjà profitables et qui croient, qui font du x2 de leurs revenus par an. Et aussi les B2B Financial Transaction Services. Par exemple, en Égypte, on a Cashier qui permet aux marchands, aux entreprises, aux PME, comme les hôtels, les écoles ou les sites de e-commerce, de pouvoir accepter les paiements en ligne et en POS, et avec toute une suite derrière de produits qui permettent de faire du payment on installment, donc du paiement fractionné. C'est un peu du buy now, pay later, qui permet d'avoir accès au crédit, qui permet d'avoir accès aux analytics, donc tout ce qui est value added services autour de ça. Et ça, c'est une boîte qui est en train d'exploser en ce moment, parce qu'il y a une vraie profondeur de marché en Égypte, et qu'aujourd'hui, plus que 50% ou 60% des transactions en Égypte se font encore en cash. Ah oui, donc il y a vraiment... Et le gouvernement a poussé à un moment, la Banque centrale, à l'adoption justement du paiement digital, comme ce qui se passe ici au Maroc d'ailleurs. Et tu vois, la difficulté, parce qu'on parlait d'un peu de l'évolution du VC, c'est que quand tu lèves un fonds, c'est pour 5-10 ans. Donc en fait, il faut avoir une vision du monde sur laquelle tu es vraiment commit et sur laquelle tu as une vraie conviction. Je pense comme un entrepreneur qui lance une boîte, il y a une certaine vision du monde. Il se dit, je pense que j'ai une conviction sur dans 5-10 ans, mon marché va ressembler à ça. C'est ça. Par de la data, par de l'intuition qui est quand même basée sur de l'information. Et je dois aller dans ce sens-là. Et donc vous êtes obligé aussi Bien sûr. de vous dire à quoi va ressembler le monde dans 5-10 ans. C'est ça. C'est pour ça que le temps est important. Le facteur temps. C'est-à-dire qu'il faut lever vite, il faut déployer vite, plus ou moins vite, pas dans n'importe quoi évidemment, mais parce que les choses changent. Et il faut que la boîte exécute vite. Et le problème, c'est que l'efficience des marchés, normalement le VC c'est quelque chose qui doit aller très vite, mais le problème c'est qu'on ne l'a pas forcément dans nos marchés. On n'a pas forcément en Afrique, on n'a pas forcément au Maroc. Tout prend du temps. Et donc, en fait, entre le moment où tu commences à lever ton fonds et tu le closes, il s'est passé 3, 4 ans, 5 ans, parfois. Et en fait, le monde a changé. Entre-temps, potentiellement, ta thèse a changé. Voilà. Et donc, il faut que tu puisses pouvoir ajuster pour que les choses... Et c'est pour ça que nous, en levant des petits fonds qu'avec des investisseurs privés pour démarrer, on peut aller très vite. Et c'est ce qui nous permet d'être agile et de pouvoir investir dans les meilleures opportunités. Alors là, on travaille sur un fonds institutionnel, mais les temps sont différents. Les temps sont bons. Donc là, vous êtes en train de lever un fonds. Oui. Un peu plus gros. C'est ça. OK. Donc voilà. Mais c'est pour ça que nous, alors, pour revenir au modèle du VC, on pense qu'il y a toujours moyen de monter un vrai VC qui investit, un vrai asset class dans le VC, qui investit dans de très belles boîtes qui vont devenir des leaders, des catégories leaders sur leur domaine. Et il faut savoir aller les chercher là où elles sont.
Donc, que ce soit dans nos marchés locaux, mais qui produisent, qui vendent à l'international, ou que ce soit dans la diaspora en Europe, dans le GCC, et pas juste la diaspora. Ça peut être MENA. Ok. C'est quoi les marchés plutôt les secteurs qui t'intéressent particulièrement aujourd'hui? Ou tu vois, pareil, en se disant sur la vision à 5 ans, c'est quoi les secteurs dans lesquels tu investirais aujourd'hui parce que tu sens que c'est vraiment les choses les plus intéressantes qui vont se développer dans les prochaines années? Alors justement, quelqu'un me disait hier, est-ce qu'il ne faut pas choisir un secteur et être focus là-dessus comme une thèse d'investissement? Mais en fait, en VC, il ne faut surtout pas faire ça. Enfin, à moins que ce soit les gros secteurs comme la FinTech, où il y a vraiment de la profondeur. Et en fait, c'est FinTech enabled, donc ça te donne de la flexibilité pour pouvoir investir dans les meilleures opportunités. Mais en fait, en VC, il faut vraiment rester ouvert d'esprit. Parce que tu ne peux pas prédire l'avenir. Il faut pouvoir il faut avoir l'humilité de dire, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Et il faut pouvoir avoir la curiosité, toujours vouloir apprendre, comprendre, s'intéresser pour pouvoir identifier les opportunités. Par exemple, j'avais un fondateur à Dubaï qui m'a dit, je fais du AI for HR. Je me suis dit, c'est vu et revu et revu. Mais en fait, quand j'ai commencé à me poser des questions, à m'intéresser, ce qu'il est en train de faire est extraordinaire. C'est hyper intéressant. C'est pas révolutionnaire, mais ça fonctionne. Et parfois, c'est des business models, c'est des façons de faire qui vont être différentes et qui peuvent te créer des opportunités hyper intéressantes. Donc aujourd'hui, la question que tu poses, je me dirais plutôt AI for et ça peut être appliqué à toutes les verticales. Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Et FinTech, évidemment. Et de manière générale, B2B software, parce qu'encore une fois, ça scale et que les unit economics font sens. Ok. C'est quoi peut-être le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lever un fonds aujourd'hui? Réfléchis bien. Je sais pas. Franchement, c'est pas vraiment, simple. ouais, c'est pas simple. Faut vraiment savoir pourquoi tu le fais. Et surtout, je parle du VC, c'est différent du pays, mais surtout dans des écosystèmes comme les nôtres, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il faut se préparer. C'est qu'en fait, l'effort que tu fais par rapport au reward que tu peux avoir, parfois, c'est compliqué. C'est pas forcément là. Donc, il faut vraiment que tu trouves ta raison. Et il faut que ce soit aussi bien pour toi, parce que ça demande beaucoup de temps, d'énergie, d'effort. C'est génial, c'est incroyable. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai rencontré des gens super intéressants. Je travaille à l'international en étant au Maroc. C'est extraordinaire. J'apprends tous les jours de fondateurs. Et donc, c'est hyper intellectuellement et personnellement très épanouissant. Surtout quand on aime travailler avec des fondateurs, on aime aider les gens à réussir et les soutenir et travailler avec eux. Mais il faut, c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut avoir être entouré des bonnes personnes. Il faut avoir la bonne équipe. Il faut avoir l'expérience, opérateur ou investisseur. C'est bien aussi d'être opérateur. Je pense que c'est une bonne complémentarité. D'avoir été opérateur avant de lever un fonds. Exactement. Et de se lancer dans ça. Les problématiques. Donc, il faut trouver la bonne stratégie, la bonne thèse. Et voilà. Mais je dirais, réfléchis bien. C'est pas évident. Je pense qu'il faut avoir une vraie conviction et savoir pourquoi tu le fais. Et il faut y être pour le long terme. Exactement. C'est pas au bout de 3-4 ans que tu... C'est ça. C'est 10, 15, 20 ans. Il faut être passionné. Le temps d'avoir plusieurs fonds. Je pense que c'est important. Enfin, en tout cas, aimer ce qu'on fait. Parce que si on n'aime pas et que c'est dur, quoi ça sert? Et surtout, on ne va pas tenir si c'est vraiment dur. Bien sûr. C'est difficile. Bien sûr. Ouais. Ok. Peut-être j'avais un dernier exemple d'une start-up que je n'ai pas mentionnée, si tu me permets. Ouais. Un exemple d'une start-up africaine, parce que j'ai parlé beaucoup d'internationalisation, etc. Mais il y a aussi des exemples, de beaux exemples de start-up africaines qui ont un potentiel de marché sur une région et qui peuvent être très valuables et être des belles opportunités d'acquisition et d'exit. Donc, par exemple, on a investi dans une boîte qui fait du HR Tech, mais là, SaaS, B2B SaaS, HR Tech, qui s'appelle Socium, qui est une boîte sénégalaise à la base, qui opérait déjà sur 15 pays d'Afrique francophone et qui, en fait, a un ERP, c'est un SIRH, comme on l'appelle en français, qui permet aux entreprises de pouvoir digitaliser tout leur process à partir du management des documents, du workflow, le process de demande de congé, de demande des documents des employés, etc. Donc, tout est automatisé et jusqu'à le calcul de la paye et en ajoutant tout ce qui est évaluation de la performance des employés, etc.
Donc cette boîte-là, donc ils apportent une solution innovante parce qu'aujourd'hui, il y a des produits comme ça qui existent sur le marché, mais c'est des produits qui datent et qui ne sont pas forcément agiles, qui mettent beaucoup de temps à être implémentés. Juste l'implémentation, ça prend 6 mois. Alors que ça, en quelques semaines, c'est bon. C'est installé, l'intégration est très simple. Et c'est AI-powered. Donc il y a beaucoup de choses qui sont facilitées pour les entreprises et pour les RH pour permettre une gestion fluide avec des validations sur les smartphones, etc. Et donc aujourd'hui, en fait, ils devaient un tour de table en pré-série A où on est rentré et où vraiment, en fait, leur objectif, c'était d'avoir un partenaire qui allait les aider pour le Maroc. Okay. Et donc aujourd'hui, donc justement, ils sont en pleine expansion pour le Maroc, ils sont déjà rentrés sur le marché, ils ont signé déjà de belles références ici et ils sont en plein développement. On les aide beaucoup, justement, pour ça. Et on est vraiment positionnés, justement, je revenais sur... Et ils sont lancés au Sénégal et ils sont dans 15 pays. Sénégal, ils sont dans 15 pays et maintenant récemment au Maroc. C'est une belle histoire et c'est une boîte qui fait une super croissance et qui a une vraie proposition de valeur et valeur ajoutée en termes de produits. Ouais, hyper intéressant. C'est un marché qui est dynamique, le Sénégal ? En fait, c'est l'Afrique francophone. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu démarres au Sénégal, tu peux servir des clients comme Maison Orange ou EY, etc. Qui sont basés en Afrique francophone. Qui sont au Sénégal et qui peuvent ensuite desservir toutes les filiales des autres pays. Et ce qui est bien, c'est que l'Afrique francophone est une zone intégrée. Et le Maroc, pas encore réellement dedans, mais on espère que ça va venir. Et justement, ils ont une facilité à pouvoir intégrer dans toute la région et pouvoir scaler beaucoup plus vite. Ok. Est-ce qu'il y a un livre ou un film ou je sais pas, quelque chose qui a eu beaucoup d'impact sur toi que tu conseillerais ? Il y en a pas mal. Je peux parler de 2 livres. Il y en a un. Déjà, il y a le livre qui s'appelle Outliers. Ouais, que j'ai pas lu. C'est des histoires des entrepreneurs. Des histoires des entrepreneurs exceptionnels qui ont réussi. Et c'est ce qui m'a inspirée, en fait, bien sûr, avec le nom d'Outliers du fonds. Parce qu'on cherche les outliers du continent ou de la région. Et sinon, il y a aussi un livre vraiment... c'est un livre, ça doit être la Bible, c'est la base, que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui m'a beaucoup marquée. Et le titre en français est très drôle, ça s'appelle « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Mais en anglais, c'est « How to win friends and influence people ». Et ça, c'est vraiment l'art du relationnel. Et ce qui est très basique et qui est très simple. Sourire, se rappeler le nom de la personne, montrer que la personne est importante. Et en fait, ça, tu crées le lien directement. Et en fait, le VC, c'est un people's business. C'est un relationship-based business. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est que de la confiance. C'est de la confiance. Que ce soit des investisseurs, que ce soit des fondateurs, pourquoi ils veulent que toi, tu investisses avec eux. Et après, en plus, tu leur parles beaucoup. Donc, exactement. Et en fait, ton ADN et tes valeurs se reflètent dans ton travail. Et ça, c'est hyper important. Et pour moi, c'est important d'être aligné sur ces valeurs et les incarner, que ce soit avec la relation avec les entrepreneurs et autres. Ok. Écoute, Kenzas, merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter. J'ai appris plein de choses. Merci à toi. Hyper intéressant. Ravie. C'est super ce que tu fais encore une fois et merci pour l'invitation. Merci beaucoup et Habib, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Pour une partie 2. Ciao. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.